Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast consacré à la période From the Ashes des X-Men qui sont publiés actuellement en France par Panini Comics et depuis le lancement au mois de janvier, tous les mois nous nous retrouvons avec Doup. Bonsoir Doup. Et bonsoir Stéphane, bonsoir à tous les auditeurs qui nous écoutent le matin, le midi, le soir, quand ils veulent, la nuit. Voilà, merci d'être encore là après 4 émissions. Après 4 émissions et toujours en compagnie de Benweb qui nous accompagne aussi dans cette aventure. Bonsoir Benweb. Bonsoir, ravi de tous vous retrouver pour cette plongée dans les cendres des X-Men. Alors aujourd'hui nous allons nous intéresser aux publications X-Men et Mutantes du mois d'avril. Ce sont les tomes 7 et 8 de la revue X-Men. Nous allons, comme dans chaque podcast, reprendre en fait le sommaire et feuilleter ensemble ces numéros et échanger sur ce qui nous a plu, nous a pas plu, donner notre avis avec toujours en ligne alors avec un podcast un peu particulier parce que là cette fois-ci il y a une espèce un peu de ligne d'horizon que Doup tu avais commencé à tracer, qui était de se dire. Je donnerai ma réponse en fin d'émission si je vous laisse ou si je continue à lire les X-Men, puisque moi j'étais toujours très tangent, mais je ne vous dirai rien. Voilà, c'était un peu le fil rouge de ces quatre podcasts. Voilà, j'ai du mal à parler. De ces 4 podcasts, de savoir si, on allait continuer ou pas au-delà du volume 8, parce que il faut bien le dire, tout ce qui nous intéressait, c'était la lithographie en 8 morceaux. Et là, ce mois-ci, c'est terminé. Elle est finie. Je peux faire une remarque là-dessus. Vas-y. Ouais, mais alors elle se finit pas la lithographie. Je trouve qu'elle se finit vraiment bizarrement avec des personnages coupés et tout. Tu voudrais dire qu'il existe encore d'autres personnes. Je sais pas, ils sont pas coupés en plein milieu. C'est super bizarre de la finir comme ça, quoi. En tout cas, ils sont pas coupés en plein milieu. Donc, je les ai sous les yeux. Ils sont peut-être coupés au niveau des bras, mais pas en plein milieu des personnages, quoi. Ouais, mais enfin, ça fait pas une litho qui s'arrête, pour moi. Hein. C'est vrai que ça fait pas bordure de litho, ça je suis assez d'accord avec toi. Bon, allez, je déconne, on n'achète pas les magazines X-Men uniquement pour les lithos, mais bien pour le contenu. Et ce mois-ci, c'est un mois un peu particulier, puisque c'est un mois sans Dazzler, pour la plus grande tristesse de Doup, qui adore cette série, mais il ne vous dit jamais. Mais le deuxième, je l'avais pas trouvé si mal. Alors, nous avons donc un sommaire un peu perturbé ce mois-ci, avec on va dire l'impact d'un event un peu spécial qui est l'event Venom War qui va occuper un petit peu de place. Ouais, c'est un peu l'event symbiotique de l'année et donc nous avons 2 numéros particuliers. Alors ce que je vous propose c'est peut-être de les traiter ensemble, c'est-à-dire que vous avez Venom War Wolverine numéro 1 dans le tome 7 et nous avons Venom War Wolverine numéro 2 dans le tome 8. Je vous propose qu'on fasse les deux ensemble. C'est les mêmes auteurs, c'est le même scénariste, c'est le même dessinateur. D'ailleurs, je n'ai pas indiqué qui le faisait, c'est Tim Seeley et Tony Flicks au scénario et c'est Kev Walker au dessin. Alors, de quoi nous parle ces 2 premiers épisodes de Venom War? Eh bien, la Grand Garden Arena de New York subit une invasion un petit peu particulière puisqu'il s'agit de zombiotes. Oui, vous avez bien entendu. Des zombiotes, contraction de zombies et de symbiotes. Et en fait, ces bestioles portent très bien leur nom puisque c'est exactement ça. Et c'est le début de la saga Venom War, un event qui implique évidemment les symbiotes de Marvel. Et donc, tout son lot de tie-in, et c'est Wolverine que l'on suit en pleine invasion de zombiotes. Donc, évidemment, l'occasion d'un flashback où Logan règle son compte à un certain Keane, une espèce de pauvre connard masculiniste qui martyrise une mère célibataire, Emily, et son fils Flynn. Benweb, qu'est-ce que tu as pensé de ce Venom War Wolverine? C'est sympathique pour ce que c'est, c'est-à-dire que c'est un tie-in à une grosse saga à laquelle j'adhère peu. Je suis pas un grand fan des symbiotes de base, même si la planète des symbiotes a fait partie de mes lectures d'enfance quand j'ai découvert les comics. J'ai pas d'attrait particulier. Le run d'Halloween sur Venom m'a laissé froid, j'ai pas vraiment suivi. Donc j'ai lu ça avec une curiosité limitée et je trouve que pour l'ambition limitée que c'est-à-dire faire de la bagarre avec Wolverine et des zombiotes, ce qui est quasiment le meilleur aspect de ce truc, zombiote c'est un très bon jeu de mots, c'est bien trouvé, c'est sympathique, notamment parce que c'est dessiné par Kev Walker qui livre de très beaux dessins. Comment dire, Doup?
comment dire, bah il y a Wolverine, il y a des zombies, il y a du Les Venom. zombiotes, s'il vous plaît, monsieur, un peu de sérieux. Vous n'avez pas lu. Tout ce que je déteste, donc voilà, là du coup la série, je vous avoue, j'ai pas bien fait mon travail parce que j'ai survolé. Hein, ouais, Kev Walker, heureusement qu'il est là. J'ai lu le premier. Non, mais c'est tout ce que je déteste en fait. Donc, encore une fois, c'est Wolverine. Faudra pas que tu lises le tie-in Wolverine Blood Hunt alors. Hein. Ah oui, non, mais ça, ça j'évite. Le truc, c'est que là, tu peux pas l'éviter parce que c'est dans le magazine. Ouais, franchement, ça me passionne autant que les petits épisodes de 3 pages à la fin, là, avec Wolverine et Deadpool, quoi. C'est-à-dire que ça n'a strictement aucun intérêt. Ouais, alors moi je suis pas tout à fait d'accord. Je me rangerai un petit peu plus de l'avis de Benjamin. C'est-à-dire que moi, j'ai entamé le truc, en fait, je me suis dit, mais alors ce couple, enfin pas ce couple, cette mère et ce fils là qu'il rencontre, est-ce que c'est des personnages qui sont créés pour cette pour ce tie-in, ou bien c'est des personnages qu'il avait déjà rencontrés par le passé? Bon, en fait, ils sont créés pour ce tie-in, donc ça m'a un peu perdu au début, mais je me suis laissé tenter. Moi, ce que j'ai bien aimé, bon, on est dans un récit d'horreur, hein, enfin, je veux dire, clairement, on emprunte à ce genre-là, dans les limites et dans les contraintes quand même de la comics Marvel, toutefois. Moi, j'ai bien aimé le look des zombiotes, parce qu'une fois passé la petite rigolade en mode haha, zombiote, quelle idée débile. Bon, d'abord, elle est pas si débile que ça. De toute façon, les symbiotes sont voués à poncer à peu près tous les concepts Marvel. Et un jour, on arrivera peut-être dans 40 ans à ce que tous les personnages Marvel aient été l'hôte d'un symbiote. Le dernier, ce sera peut-être Oncle Ben, ce sera peut-être Tante May, mais tu vois, à un moment ou à un autre, ils y seront tous passés. Ah bah là, on spoilera pas, mais là, dans Spider-Man, oui, effectivement, il y a des choses. Le nouveau Venom... Oui, alors de toute façon Marvel s'est déjà chargé de spoiler, mais c'est une blague, hein. Bon. Mais ce que je veux dire par là, c'est que bon, l'idée est pas plus bête qu'une autre. Moi, j'ai bien aimé l'idée que l'hôte puisse, que le Venom puisse infecter soit des vivants, soit des morts. C'est un peu une nouveauté. J'ai pas souvenir qu'on ait vu des symbiotes s'associer à des cadavres. L'idée quand même un peu glauque, quoi, de se coller à des cadavres pour les animer. Enfin, en soi, quand on y pense, c'est quand même un peu bon. Voilà. Personne n'a dit bah tiens, c'est quand même un peu bizarre comme idée. J'ai bien aimé le fait que ce personnage de Keane en prenne plein la gueule. Moi, ça m'a bien plu parce que ça m'a bien défoulé, parce que des connards comme ce type-là, bon, en gros, c'est un mec qui est hyper toxique vis-à-vis de cette mère célibataire et de son fils, qui a des valeurs ultra masculinistes, etc. Et de voir Wolverine arriver et lui découper quelques doigts, c'est pas plus mal en fait. Et puis ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le lien qu'il fait entre les pulsions violentes de Logan et le fait d'être possédé par un symbiote. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une espèce de relation qui est faite en mode je sais ce que c'est d'être possédé par la rage, je sais ce que c'est d'être possédé par la colère, et je sais quelles conséquences ça peut avoir. J'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Il y a quelques petits emprunts à des films d'horreur, par exemple, quand on a le fils qui est possédé qui est en train d'être possédé par cette espèce d'huile noire qui est Venom, et le gamin, en fait, il pleure, c'est-à-dire il a une larme qui coule au niveau du visage. Ça m'a rappelé Get Out, par exemple. Donc, en termes de visuel, je pense que c'est quand même assez travaillé. Et pour terminer sur les visuels, moi, j'ai bien aimé les visuels des zombiotes. C'est-à-dire que Venom a souvent évolué dans sa représentation. Enfin, le symbiote Venom a souvent évolué. Et là, on est sur une manière de présenter le symbiote qui n'est pas tout à fait commune. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a un petit côté. Moi, j'ai noté que ça me faisait penser un peu à du Ben Temple Smith. Enfin, c'est ce côté des personnages déchirés avec des bouches qui traversent le corps. Oui. Après là, ça vient de deux choses. Non, mais d'une part, les apports réels d'Alewing sur les symbiotes, où j'ai suivi de loin. Il y a quand même beaucoup de propositions. On adhère ou pas, mais le début de son run, Eddie Brock crée quand même... les symbiotes deviennent une sorte de Venom Corps dans l'univers. Donc il y a beaucoup d'apports par rapport à ça, y compris sur les formes. Et puis Kev Walker fait beaucoup. Moi, je trouve que c'est un tie-in efficace parce qu'en fait,
il respecte son ambition, il livre ce qu'on attend et il le fait sérieusement avec sérieux. Je redis le mot, mais on en voit tellement des tie-ins qui ne servent à rien, où en fait les auteurs ne cachetonnent véritablement. Là derrière, le truc est bien fait, il y a de la réflexion derrière aussi. Stéphane, tu as raison de dire que le parallèle entre Wolverine, sa rage et la cooption par les symbiotes, c'est tout bête, mais ça nourrit le truc et c'est intelligent et ça se veut pas plus que ça. Et donc du coup, moi j'en suis très satisfait aussi. Et puis pour terminer, moi je trouve que Kev Walker, il s'inspire, je trouve, un peu de Charlie Adler dans ses dessins, et je pense que c'est pas tout à fait un hasard. Il y a un petit côté Charlie Adler. Ça fait longtemps, hein. Kev Walker, là son style, il a pas trop bougé en fait. Hein. Non, ça fait. Alors je suis désolé de t'interrompre, Steph, c'est pas très poli, mais pour le coup, c'est ancien. Ça fait longtemps. Je pense que la dernière fois que j'ai dû lire de mémoire du Kev Walker, c'est l'époque où il faisait une espèce de battle royale avec des mutants là. Avengers Arena. Ouais, voilà. Donc tu vois, ça très bien, Avengers Arena. Ça commence à remonter, quoi. Donc. Mais du coup, il était un peu moins en forme à l'époque. Mais bon, après c'est une parenthèse. Mais il est revenu en forme sur pas mal de trucs. D'ailleurs, il y aura. Je parlais avant de Blood Hunt et je fais une micro-parenthèse parce qu'on en a beaucoup à voir encore. Mais il y aura un tie-in à où il y a eu un tie-in à Blood Hunt, pardon. Je ne sais pas s'il a été diffusé en France sur Union Jack, hein, qui est vachement bien dessiné par Kev Walker. Et en plus, c'est bien sombre et dark, donc ça utilise bien le principe des vampires. Ah, j'ai juste feuilleté Blood Hunt, à part le premier sorti chez Panini. J'ai pas vu d'Union Jack et j'ai pas suivi dans les autres, tellement j'ai trouvé ça mauvais d'ailleurs. Bon, bref. On va faire un podcast dessus. J'essaierai de le défendre. Je vous propose de passer à Storm 2, histoire de monter le niveau. Alors Storm 2, qu'est-ce que j'ai pu noter? C'est toujours au scénario Murewa Ayodele, et toujours au dessin Lucas Werneck, on va en reparler. Après avoir été exposée à l'explosion d'une centrale nucléaire, Ororo est tombée malade. Voilà qu'elle crache du sang, qu'elle perd des mèches de cheveux. Elle doit d'urgence trouver un remède, car le temps est compté, littéralement, puisque nous avons droit à un décompte. Elle se rend à la clinique du docteur Day, spécialisé dans le soin des extranormaux. Mais elle va découvrir que son comportement pendant la période Krakoa a des conséquences plutôt inattendues. Ben, qu'est-ce que tu en as... c'est Ben qui avait commencé tout à l'heure. Doup, qu'est-ce que tu en as pensé? C'est vachement bien. Le tornade... Alors, il se passe pas grand-chose dans l'épisode, puisque globalement, c'est Tornade qui apprend qu'il lui reste très peu de temps avant de mourir. J'ai trouvé ça plutôt pas mal. Un petit truc qui m'a gêné sur cet hôpital qui change un petit peu rapidement de point de vue concernant la guérison des mutants pour une raison qui est pas extraordinaire. Mais mine de rien, pour moi c'est la meilleure série du bouquin et je me demande même si c'est pas la meilleure série de toute la relance que j'ai pu voir moi. Donc non vraiment. Pourtant c'est un personnage, hein, on l'a dit la dernière fois. Hein, moi c'est pas un personnage qui m'éclate plus que ça. Tornade, ça a jamais été un de mes mutants préférés, mais là quand même il y a du niveau, il y a du sacré niveau en termes de dessin. Enfin ça fait plaisir à voir quoi. Ouais c'est clair. Je te coupe un pardon, mais le dessin ça a une classe folle quoi. Enfin. Ouais. Ah ouais, c'est fou. Enfin, là, tu sais quand elle marche sur l'eau, là, enfin quand elle court sur l'eau, mais tout est bon. Hein, quand elle se réveille en contre-jour, là, enfin c'est magnifique. Enfin, les tenues et tout, etc. Enfin, ça envoie du lourd. Pardon, je t'ai coupé. Non, mais voilà. Donc pour moi, c'est une très très bonne série. Je sais pas trop où ça va. J'avoue que la dernière page me fait peur en mettant un personnage que voilà, je suis pas extrêmement. Mais je me dis dans le contexte de la série, ça doit pouvoir le faire. J'attends de voir, mais en attendant, pour le moment, ouais, pour moi, c'est une réussite. Ben Wave. Déjà, je vous l'avais dit, c'était vachement bien. Non, c'est très bien. Je vais faire un retour sur 2 points. En premier, l'épisode est vraiment top. Vous avez synthétisé, il se passe pas grand-chose, mais qu'est-ce que c'est classe. Alors, petite parenthèse, moi, je suis quelqu'un qui aime les comics. Je reconnais le côté graphique, mais je suis essentiellement intéressé par le scénario. C'est-à-dire que tout ce qui est beau, mais creux, m'intéresse très peu.
mais tout ce qui est bien écrit et moche, je le tolère, je le vis plutôt bien. Là, je trouve qu'on a les deux, et surtout, en fait, par l'écriture, mais aussi par les dessins, je crois enfin au fait qu'on puisse voir Tornade comme une déesse. Je l'avais dit dans le premier podcast, moi, Tornade, c'est pas un personnage que j'aime bien. J'ai toujours trouvé qu'elle était très... elle se la pétait, on en faisait trop autour d'elle, je ne comprenais pas, je rentrais pas dans l'approche, la déesse, etc. Là, cette série, ces 2 premiers numéros, m'y font comprendre, c'est autant l'écriture du scénariste que les dessins, qui sont extraordinaires, de beauté, de puissance, de charisme. Je trouve que le scénariste et les dessins me font penser que, pour moi ici, Tornade, c'est Beyoncé. Mais c'est-à-dire qu'en fait, elle attire l'attention. Alors, je connais peu la musique, je sais pas si Beyoncé, en fait, elle est sympa ou pas, mais pour moi, c'est Queen Bee, c'est la reine. Là, du coup, c'est la déesse, et du coup, ça rend super bien. J'ai bien aimé cette histoire avec cet hôpital mutant qui est surhumain, où en fait, des mutants n'aiment pas trop les X-Men parce qu'ils se sont repliés sur eux-mêmes. Je trouve que c'était pas mal, assez acide et amer. Pour l'explication de comment ça revient en arrière, c'est assez cynique et sombre, mais bon, c'est un peu le monde dans lequel on vit. Et pour le final, c'est la deuxième partie de ma réponse. Moi, je suis en avance par rapport à vous parce que je lis la VO aussi. Ça va avoir du sens, et franchement, vous n'êtes pas près de là où ça va. Hein. Ouf. Ok. Alors, mais tant mieux, tant mieux. Non, mais c'est ça. Tout sera pas parfait. Hein. Il y aura de la maladresse, mais il y a un souffle. Il y a un souffle. Et c'est ça qu'on a envie de lire, c'est-à-dire des trucs un peu originaux, au moins une idée qui sorte un peu de l'ordinaire et qui est bien exécutée, qui peut être maladroite par certains moments, mais au moins là, on est surpris, et moi j'ai envie de lire la suite en fait de Tormund. Et puis, l'épisode, il tient sur un dialogue, quoi. Enfin, en réalité, le cœur de l'épisode, c'est le dialogue avec ce Dr. Day, là, qui est inventé pour l'occasion aussi. Hein. C'est-à-dire que j'ai cherché, je me suis dit, tiens, est-ce que c'est une bonne petite idée. C'est une super idée. Ouais. Alors, ça démarre par... il est créé pour l'occasion, mais en même temps, il collabore avec l'infirmière de nuit. Enfin, c'est créé, mais c'est en lien. Enfin, ça nourrit, en fait. Ça se nourrit et ça nourrit l'univers Marvel, en fait. Et ça démarre... on a une scène d'action d'entrée de jeu histoire d'évacuer le truc. Après, c'est peut-être le défaut, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'action en soi, dans le sens combat, baston, dans cet épisode, mais ça manque pas en fait. Parce que moi, quand je l'ai fini, l'épisode, je fais ah ouais, déjà, ah ouais, mais en fait, ah mince, c'était tellement bien que c'est passé trop vite, quoi. Enfin, donc voilà. Et puis cette histoire du dialogue avec le Dr. Day là, qu'il y a au cœur de l'épisode, il résonne avec ce qui se passe à la fin de la première scène, cette scène d'action sur un paquebot, une attaque d'un paquebot par un groupe de terroristes, et le commandant qui arrive et qui dit non, mais on est content, Tornade, que vous nous ayez aidé, mais bon, vous êtes une mutante et il n'est pas question qu'on vous file un coup de main, quoi. Et je trouve ça intéressant que on la met à un statut de déesse et en même temps on la confronte aux conséquences des choix qu'elle a pu faire par le passé. Et c'est vraiment bien foutu. Enfin, et c'était déjà le cas dans le premier épisode. Hein, rappelez-vous, il y avait déjà un côté, un dilemme qui se mettait en place. Moi, je trouve que c'est carton plein. La seule chose que j'ai pas comprise dans cet épisode, vous allez peut-être pouvoir m'aider, c'est l'histoire du passage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, elle va à une espèce de décharge où il y a un mec qui est devant un grillage et qui lui dit non, mais vous pouvez traverser le grillage, il n'y a pas de problème. Elle traverse le grillage et elle arrive à la clinique. Mais j'ai pas compris ces 2 pages de pourquoi il y a un grillage. Mais c'est un passage caché. En fait, moi, je l'ai compris comme une illusion, en fait, une porte cachée. Ouais, oui, j'avais compris. Mais en fait, on nous a jamais expliqué ce que c'est cette histoire. Ouais, c'est ça. C'est juste que c'est une porte cachée pour aller à la clinique. Mais alors, il y a un truc qui est rigolo, c'est que tu vas à la clinique, mais la clinique, elle a un énorme, un énorme escalier qui permet d'y accéder. Tout est illuminé, donc tu te dis, pour des mecs qui veulent être discrets, en fait, ils le sont pas tellement, quoi, dans cette clinique. Tu vois, ça m'a perdu ces 2 pages-là. C'est à partir du moment où en fait tu passes le grillage, t'as accès. En fait, c'est comme passer la passerelle 9/3 en fait. Une fois que c'est bon, que t'es validé, c'est showtime. Ok. Moi, je le vois. Voilà. Et alors, je vais pas spoiler la fin, on va le laisser pour les lecteurs, mais sur l'avant-dernière page, il y a juste une phrase, je vous la lis, et là, mes oreilles se sont un peu relevées. Tu as du sang en commun avec Agamotto, le premier sorcier suprême.
Alors là, j'ai fait Koa, mais on ne m'a jamais dit ça. Alors après, j'ai été fouillé, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a des références à ça précises dans d'autres épisodes auparavant? Oui, Et là, oui, non. oui, Bah, oui, j'ai pas oui. trouvé. Non, mais il y a eu des trucs. Notamment le fait que son aïeul s'est achaqué une super sorcière africaine de l'époque qui est descendante d'Agamotto. Si. On l'a D'accord. notamment vu durant je sais plus comment on appelait ça, le Trials of Magneto, ou je sais plus D'accord. quoi. Quand Magneto a été ressuscité à la fin de Krakoa, Ororo en fait va l'aider et en fait elle passe diverses épreuves, mais parce que en fait elle a une fibre mystique en fait. D'accord. Donc c'est acté. C'est acté. Bon, on était dans un très bon épisode, peut-être effectivement un des meilleurs, en tout cas de ce tome-ci. Mais rien ne nous préparait au suivant. C'est-à-dire que en fait, le suivant, on est dans l'acmé, le maximum de ce que Marvel puisse faire sur les séries mutantes, puisqu'on va parler de Wolverine, tome numéro 3, scénarisé par Saladin Ahmed et dessiné par Martin Coccolo. Bon, alors, autant vous dire que j'avais pris des notes sur Storm, autant sur là, j'ai noté quoi Wolverine, il se bat. J'ai mis affronte un Wendigo de 16 ans alors qu'ils ont tous les deux poursuivis par une milice gouvernementale. Voilà, en fait, j'ai même été faiblard dans ma prise de notes. Ben Wave, comment vas-tu sauver cette série? Vas-tu la sauver déjà? C'était joli, voilà. Ouais, ok. Non, Donc... alors je vais un peu plus loin. J'avais déjà averti précédemment que je trouvais la série très faible, ça se confirme. Moi, j'avoue que peu de temps après en VO, je l'ai arrêté, donc je la découvrirai en VF avec vous. C'est très faible. Je crois que j'avais utilisé le terme casual lors d'un précédent podcast. C'est juste que tu t'attends avec du Wolverine, mais c'est une version bas de gamme en fait. Tu vois, c'est un peu comme à une époque, il y avait quand il y avait un film Transformers qui sortait, tu avais des DVD pourris Transmorphers, tu vois, ou Avengers, et puis tu avais Grim Avengers, un truc qui essaye de copier, qui est nul, qui est pas entièrement pourri, c'est même pas un nanar, c'est juste pas bien. Donc c'est juste ça. C'est du Wolverine. Des versions de dessins animés tchèques, tu sais, qui reprennent un peu. Ça, c'est pour les plus vieux d'entre nous. Mais c'est pas fait. C'est ce qui est le plus terrible, c'est que c'est pas fait pour être nanardesque, c'est pas fait pour se foutre de la gueule. C'est juste fait par des gens qui font de leur mieux. Mais en fait, leur mieux, c'est pas beaucoup. Saladin Ahmed, son mieux, c'est pas beaucoup, malheureusement. Alors, il a des mauvaises idées parce que j'avais quand même un peu suivi de loin ce qui allait se passer. Vous n'êtes pas prêts pour la dernière page et ce que ça va être. Là, on voit la damantine qui arrive. Voilà. Ouais. On peut spoiler allègrement, parce que c'est nul. Mais du coup, non. Et puis, franchement, je vais laisser parler Doupe, mais en fait, mon flot de paroles est beaucoup trop pour ça. Et c'est pas pour être insultant, c'est juste qu'en fait, franchement, si tu fais une série Wolverine pour ça, t'en fais pas, ça sert à rien. Oui, ça sert à rien. Ça me fait beaucoup penser, en fait, ça me fait beaucoup penser au run de Jeff Lubb et Simone Bianchi pour le moment. On en est là. C'était mieux dessiné, quoi. Voilà. Quoi, aujourd'hui là ou avant? À l'époque, c'était mieux dessiné. Non, je préfère les dessins de Simone Bianchi à ceux de Martin Coccolo que je trouve très géniaux. Ben oui, mais au moins tu comprends ce qui se passe. Oui, mais voilà. Des fois, le style over substance, c'est bien aussi. Et là, Simone Bianchi fait des très belles illustrations. Il a un sens de la narration qui est négatif et un esprit BD qui, je pense, est proche d'un épileptique, en fait. Oui, mais là, je trouve qu'il y a ni style ni substance et ça. Oui, mais c'est casual, tu vois. C'est pas moche. Non, c'est pas moche. C'est juste. Moi, je trouve ça joli, mais c'est pas extraordinaire. Hein. C'est joli parce que j'aime bien ce style clair, un peu ligne claire. Le style BD ligne claire, c'est genre Tintin. Mais là, c'est ça, tu vois, on voit bien ce qui se passe, tout est clair, tout est joli. Ouais. Moi, j'aime bien, c'est le genre de truc. Un de mes dessinateurs préférés, c'est Andrea Di Vito. Voilà. Bon. Voilà, il y a tellement rien à en dire sur ce Wolverine. C'est vrai que moi j'ai eu l'impression, sans déconner, tu demandes à ChatGPT d'écrire un scénario dans le Grand Nord avec Wolverine et un Wendigo et le département H, il va te pondre un truc comme ça, quoi. Non, il fera mieux. Il fera peut-être même mieux, quoi, tu vois. Sans rire. À l'intelligence artificielle de Twitter, là, où X apparemment n'est pas très très forte, où il y a une intelligence française qui est sortie, qui n'a pas beaucoup marché.
Ouais. Je sais plus comment elle s'appelait, Alice, je crois. Ou... Parcoursup. Non, on ne parle pas des sujets qui fâchent. Mais non, voilà, c'est. Mais en fait, le truc, moi, le mec, ils ont que ça à raconter, quoi. Ça a été raconté 40 000 fois de cette façon-là. C'est-à-dire que, à la limite, vous pouvez pas nous mettre un truc un peu original, juste histoire de nous faire plaisir. Alors le truc original, ça va venir, hein, ça va être de la merde. Mais c'est ça qui m'hallucine, c'est que Saladin Ahmed, bon déjà qu'il arrive toujours à avoir du boulot, je comprends pas trop, hein, mais à la limite, t'as quand même un éditeur, t'as quand même un mec qui dit, hey, oh. On l'a vu, tu peux pas essayer de faire un truc un peu mieux. Ton Wendigo adolescent là, tu peux pas. Ouais, et puis surtout la conclusion, quoi. Enfin, je sais pas si tu te rappelles, enfin, je sais pas si t'avais lu cet épisode-là, mais sans déconner, la conclusion c'est marchons et respirons. Je vais t'apprendre à respirer pour contrôler ta rage. Le pouvoir de l'amitié, c'est bien. Oh, putain, mais non, quoi. Enfin, ma suspension d'incrédulité, quand même, est un peu mise à mal, quand même, là, les mecs. Et puis. Alors, Saladin Ahmed, je vais le défendre en disant qu'il a fait pire. Il fait pire, c'est Daredevil. Mais... Oh, c'est vrai, ça j'ai lâché. Ça, c'est terrible. Hein. Ah là 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 là. Et Daredevil, c'est bien, c'est le comique qui donne envie d'être aveugle. C'est terrible ce que je veux dire, je suis navré. C'est vraiment pas cool. C'est vraiment pas cool. En plus, normalement, le méchant, c'est Doop, c'est pas moi. Mais. Bon, je vous propose, on a assez parlé de Wolverine, on va passer à Phoenix. En plus, je pense qu'on va passer à peu près autant de temps sur Phoenix. Captain Marvel demande un petit coup de main à Phoenix pour des effets pyrotechniques dans un festival célébrant, je crois même pas ce que je suis en train de dire, célébrant l'alliance Kree-Skrull. Parce qu'en fait, elle est une mutante de niveau Oméga, mais c'est vrai qu'on lui demande de venir faire des effets pyrotechniques dans des festivals. Pendant ce temps, Gladiator tente de convaincre le Conseil Galactique que Jean Grey est une menace. Il est soutenu par Pericus, et de son côté, peu après, Jean Grey affronte Gore, le massacreur de dieux, qui poursuit sa quête de vengeance en éliminant les dieux, et comme il pense que Jean Grey est une déesse, il s'est dit, bah tiens, je vais la mettre sur ma liste des personnes à éliminer. Sauf qu'il n'avait pas compris qu'en fait, elle est juste animatrice de festival. Donc il aurait peut-être pu gagner un petit peu de temps. Bon, je blague, je déconne, mais je trouve... Autant le plaisir que j'avais à lire cette série au début, donc scénarisée par Stephanie Phillips, dessinée par Alessandro Miracolo, autant le plaisir que j'avais au début avait été un peu douché par les zombies asgardiens, autant là, Jean Grey qui fait des effets pyrotechniques, là, bon, vous n'avez pas autre chose à raconter, franchement, les mecs. Alors que Captain Marvel, non, elle peut pas. Hein, c'est pas... Ben. Alors, déjà, première chose, je vous l'avais bien dit, encore. Comment dire, c'est un épisode que je n'ai pas détesté, mais parce que j'y ai vu plus de choses que ce qui a été raconté. En fait, déjà, je trouve que ça se lit de manière... ça se lit, ce qui est déjà pas mal par rapport au Wolverine où c'est vraiment chiant. Mais en fait, c'est un épisode d'occasion manquée, pour chaque aspect. Jean, qui est la plus puissante des mutants, qui discute avec Carol Danvers, qui est la plus puissante des Avengers, il y a autre chose à dire que ce qu'ils se disent. Donc c'est très dommage. Jean Grey, qui fait un festival pyrotechnique. Je peux me permettre de t'interrompre sur le festival pyrotechnique. En plus, le festival pyrotechnique, c'est pour faire des papillons, des cœurs violets, quoi. Enfin, oui, alors, non, mais alors là, j'allais y revenir. Est-ce que quelqu'un se... Enfin, il est vrai qu'il y a eu des... ou pas, en fait Non, mais ce que je veux dire, c'est que le Phénix est une entité qui a été considérée comme un destructeur, véritablement. Les alliances Kree-Skrull dans les comics cosmiques Marvel, en tout cas jusqu'au futur événement, c'est le grand machin, véritablement. Donc, il aurait été bien de montrer qu'en fait, l'alliance Kree-Skrull, qui est l'empire dominant à ce moment-là, valide l'aspect positif de Jean en Phénix. C'est une sorte d'officialisation. Donc là, il n'y a pas. La montrer face à Gore, c'est pas une mauvaise idée non plus, parce que Jean, qui veut toujours se voir comme humaine, si Gore la considère comme une déesse, elle aurait pu s'interroger. Mais il n'y a rien de tout ça. L'épisode en lui-même, il est lisible, il est correct, c'est bien dessiné, même si encore une fois, Alessandro Miracolo est quand même critiqué légitimement sur Internet pour des dessins qui ressemblent beaucoup à ceux d'autres artistes, mais c'est plein d'occasions manquées. Donc en fait, c'est une série qui est frustrante, qui se lit, et en fait, en reposant le tuyau, tu te dis putain, mais chaque truc, t'aurais pu faire mieux. Et tu l'as pas fait. J'aime bien les dessins, moi, en dépit de ce que tu viens de dire. Je trouve mais j'aime bien aussi quand ma fille elle décalque des trucs. C'est pas pour autant que je vais lui dire qu'elle sait dessiner. Non, franchement, je le redis encore une fois. Alors, il s'améliore, mais ce que je veux dire, c'est que hors micro, on disait avant que
que je vais bientôt revenir ailleurs sur le mythe de l'ossuaire de Jeff Lemire et Andrea Sorrentino, alors qu'Andrea Sorrentino a été au cœur d'un scandale légitime où il a utilisé une intelligence artificielle et donc il a été mis au banc de Marvel et DC, et la suite du mythe de l'ossuaire a été stoppée à cause de ça. Alessandro Miracolo, il y a des sites qui analysent clairement que le premier épisode, il est pompé. Il y a des planches entières qui sont pompées sur un autre truc. Sur le fond, ça me gêne pas qu'on s'inspire, mais là c'est pompé, donc ça me gêne. Et il est encore là, Et il est encore là, et ça me gêne en fait. Alors je sais dans quel monde on vit, où la gêne c'est devenu un concept spécifique, mais malgré tout, en voyant le 2 poids 2 mesures, ça m'embête un peu. Donc j'ai du mal à trouver ça joli. J'ai du mal à sortir de cet aspect. Moi, j'ai trouvé le combat avec Gore avait un sens qui était pas mal. Enfin, et puis surtout, enfin, on mettait face à Phoenix, quelqu'un un peu costaud, quoi. Ça changeait un peu de ce qu'on avait eu précédemment. Ouais, donc, je me permets de te couper, Stéphane. Apparemment, Stéphanie Phillips, elle a l'air d'avoir un kink sur les trucs asgardiens. Il me semble que c'est elle qui avait fait Angela, en plus. Ah oui, c'est possible. Et du coup, là, Angela, c'était un travail de commande, quand même. Ouais. Mais là, elle nous reprend dans les premiers épisodes les zombies asgardiens, Pericus, là on a Gore. Ouais, ok. Après, c'est des dieux, donc pourquoi pas, mais pareil, il faudrait peut-être s'écarter de ça un peu aussi. Ouais, je pense qu'il y avait quand même largement autre chose à faire que ça. Là, mais je suis d'accord avec toi, Benweb, sur la rencontre avec Captain Marvel. Il y a quelque chose d'intéressant dans cette discussion qui se fait, mais c'est pas abouti pleinement, quoi. C'est-à-dire que on reste à la surface, alors que je pense que ces deux femmes avaient autre chose à se dire que ce qu'elles se disent dans cet épisode, quoi. Enfin, on est aussi face à deux femmes qui ont été upgradées en termes de pouvoir. Enfin, il y avait probablement des choses plus malignes et plus subtiles à mettre en place que c'est sympa, t'es venu à la fête. Ah tiens, regarde, t'as fait des papillons et des cœurs, quoi. Enfin, je caricature, je suis un peu méchant. Elles se disent quand même autre chose que ça, mais quand même. Passons à la suite, messieurs. Ouais. Allô ? Oui. J'ai eu peur, j'ai cru que je vous ai perdu. La suite. Eh bien, la suite, c'est on change d'ambiance. Alors, on garde toujours une héroïne comme personnage principal, mais là, c'est une toute autre ambiance puisque nous retrouvons Mystique. Raven retrouve Avalanche, son ancien coéquipier de la confrérie des mauvais mutants et de Freedom Force, et elle lui demande de l'aide pour retrouver sa copine Destinée. Sauf que Avalanche et Destinée ont en fait partagé le même agent de liaison, une certaine Abigail Benson. Et donc, Mystique cherche à rentrer en contact avec elle. Sauf qu'Avalanche n'apprécie pas plus que ça Mystique. Il refuse carrément de l'aider. Baston, évidemment. Et Mystique finit par obtenir la localisation de cet agent Benson. Et pendant ce temps, Fury Junior est toujours à la poursuite de Mystique. Doupe, tu n'avais pas beaucoup apprécié le premier épisode dans mes mémoires. Non, j'avais pas aimé. Est-ce que ce deuxième change un peu ton impression ? Ouais, c'est un peu mieux quand même. C'est un petit peu mieux. Je me suis retrouvé avec des personnages que j'avais pas vus depuis un petit moment. Avalanche, je trouve que la confrontation entre les deux est plutôt bien foutue. Après, c'est pas, pour moi, je trouve toujours pas ça hyper génial. Vraiment, pour moi, ça c'est au mieux passable. Là, au moins, j'ai eu un petit moment qui était sympa. J'ai un peu plus apprécié les dessins aussi. C'est bizarre, parce que bon, ça a pas franchement changé, mais là, je trouve que c'était un petit peu mieux. Alors, il y a quelque chose qui me gêne, c'est que vraisemblablement, quand Mystique se change, elle semble avoir les pouvoirs des autres. J'avais pas fait gaffe à ça. Je sais pas. J'ai l'impression que quand elle devient le blob, ça bouge pas. Quand elle a, enfin, je sais pas. Je me suis fait cette réflexion-là. On a l'impression qu'elle a un peu les pouvoirs des autres. Ben, tu sais ça, toi, ou pas ? Oui, il y a ça va être révélé un peu au fil de la mini-série, mais ça joue un peu. Alors après. C'est souvent des pouvoirs physiques, donc elle peut les changer, mais il y aura un twist un peu plus tard qui va expliquer ça. Ça a un peu de sens. Ok. D'accord. Très bien. Et du coup, oui. moi j'ai bien aimé.
J'ai bien aimé parce qu'en fait, je rejoins Doop dans le sens où c'est passable, mais pour moi c'est passable plus. C'est une bonne petite histoire d'espionnage, voilà, rien de plus, rien de moins. J'apprécie comment c'est fait. Revoir Avalanche, c'est cool. Voir la confrontation où en fait deux anciennes connaissances, ça tape dur et en fait ça dit les choses sales entre eux. Parce qu'ils sont pas vus depuis longtemps et puis c'est bon, ça suffit. Les civilités, on est au-delà de ça. Je trouve que c'était bien fait. Il y a tout un travail sur le Shield qui repart de très loin pour le reconstruire, donner un peu de coffre à Nick Fury Jr. Enfin, c'est pas énorme, mais c'est bien fait. Et je continue d'apprécier les dessins. Donc moi j'aime bien. Dans mon expression, c'est une bonne petite série d'espionnage. Le côté petite est vrai parce que c'est pas très ambitieux, mais ça pardon l'expression, ça pète pas plus haut que son cul. Et du coup j'aime bien parce que je trouve que ça remplit bien son ambition. Moi j'ai bien aimé ce côté où on en profite pour raconter un peu les coulisses de la confrérie des mauvais mutants et de Freedom Force. Il y a un petit côté comme ça, on revient sur ce qui a pu se passer, parce que c'est vrai que on a rarement vu, en fait, en dehors de scènes d'action, on a rarement vu ce groupe franchement échanger, discuter, etc., etc. Et le fait qu'il y ait cette discussion après coup, là, dans une ère post-Krakoa, où finalement on peut dire les choses directement parce que de toute façon ça n'a plus d'importance, je trouvais que c'était assez rafraîchissant. Donc moi j'achète toujours cette série, je trouve que c'est chouette. Et t'as raison, elle est modeste mais elle fait le boulot comme il faut. Passons à la suite, si vous le voulez bien. La suite, c'est Sentinels. Alors moi, c'est une des séries que j'aime bien, Sentinels. Une de ces petites séries que j'aime bien. Dans Sentinels, alors, flashback sur le passé de Patricia, alias Drumfar, qui fait partie des membres des Sentinelles. Lors du combat contre Onslaught, rappelez-vous, un gros event Marvel de la fin des années 90, si je ne m'abuse, la mère de Patricia meurt et Patricia a l'occasion de croiser Vision, des Vengeurs, et c'est cette rencontre qui la fera, on l'imagine, accepter l'idée qu'on puisse être amélioré avec de la haute technologie, etc., etc. Bon, une fois ce flashback passé, nouvelle mission pour les Sentinelles. Il s'agit d'exfiltrer Sebastian Shaw, l'ex-roi noir, d'une prison high-tech de la Bagali. Alors, allez savoir où se trouve la Bagali. Mais en tout cas, cette prison high-tech est gérée par Hydra. Et évidemment, vous rentrez en prison pour exfiltrer quelqu'un, immanquablement, se déclenche une émeute. Et tout de suite, la mission part en vrille. Ben Webb. Alors, déjà, la Bagali, c'est en fait le pays fictif contrôlé par les maîtres du mal. Qui est en fait un pays où on ne sait pas où c'est. Littéralement, Marvel ne dit pas où c'est. C'est un pays qui a toujours été contrôlé par des tyrans. Et là, les maîtres du mal de Zemo ont fait main basse. Et du coup, c'est Madripoor plus. On en est au point où en fait, il y a un manoir Hellstorm qui donne sur Helltown, qui est littéralement une porte ouverte sur l'enfer, dirigée par Damon Hellstrom. Il n'y a que des bars avec des super vilains. Enfin, du coup, c'est un pays qui existe, mais qui du coup est assez sombre. Alors, autant j'avais bien aimé le 1 en faisant un parallèle avec la mini-série jadis Gamma Corps, autant ce 2, je l'ai trouvé plus fade. Le personnage de l'équipe mis en avant m'a pas intéressé. L'apparition d'un super vilain connu pour être vu là, c'est pas mon préféré non plus. Le lien du meneur avec son fils, c'est sans plus. J'ai trouvé ça moyen, pas mauvais, mais le soufflet retombe pour moi. D'accord. Pardon. Non, c'est l'enfer. Oh. Non, mais alors déjà vraiment, tu vois, on parlait de style par rapport au fond. Là, vraiment, j'aime pas les dessins. Je les trouve très, très amateurs. Pour moi, c'est pas du niveau d'un comics Marvel, quoi. Vraiment, hein. Et j'entends tout ce que tu as pu dire, Ben, sur le fait qu'il y avait un petit côté crade, un petit côté organique, mais franchement, là, moi, j'y arrive pas. Les personnages, je peux t'en citer aucun. Ils ont des noms débiles. Il y avait Trask, je crois qu'il a disparu dans cet épisode. Alors que c'est censé être quand même un peu la personne qui gère un peu tout ça. Non, vraiment, là, pour le coup, je préfère encore lire du Phénix, moi. Là. Ah, je te trouve dur. Je te trouve super dur. Non, mais
Je veux dire, ça a même pas la classe d'un comics des années 90 de chez Image par Scott Clark et je ne sais quoi. Je suis désolé, je crois que ça a sauté. T'as parlé de classe et de Image sans négation. Mais oui, mais franchement, en plus, Mais non. je vais vous faire une confidence. Je suis en train de lire Stormwatch. Oui, Mais qu'est-ce que tu lis pas en fait avec ces grands auteurs que sont Brandon Choi et Scott Clark, et ben je m'éclate 10 fois plus qu'avec Sentinels. Et les personnages, je les reconnais mieux que ceux qui sont là avec. En plus, il tue un chien à la fin. Non. Au revoir. Merci. Bon, allez, je vais essayer de sauver un peu la série. Moi, quand je lis cette série, j'ai plus l'impression d'être chez Marvel. J'ai l'impression d'être dans un sous-éditeur, enfin pas un sous-éditeur, mais un tout petit éditeur indé qui a pas les moyens de s'acheter un bon dessinateur, etc. Mais ça me gêne pas. Je suis pas en train de dire que Justine Mason dessine mal. C'est qu'il donne cette impression qu'on est sur des trucs un peu fanzinesques, mais ça me dérange pas. Ça me dérange pas parce qu'il y a une vraie identité graphique et comme disait Ben Webb tout à l'heure. Tant qu'il y a du contenu, finalement le dessin me gêne pas plus que ça. Et là, à la limite, je trouve que ça colle assez bien avec ce côté, on suit des espèces de salopards de cette période From the Ashes. Alors, c'est des petits salopards entre guillemets parce que c'est des mecs, c'est des hommes sentinelles, donc. Voilà, c'est pas non plus les gros méchants, mais je trouve ça intéressant. Ce que j'ai bien aimé aussi ici, c'est que on ouvre sur une espèce d'origin story de Patricia, personnage qui s'appelle en fait Drumfar. Bon, je suis d'accord avec vous, enfin avec toi, Dope, c'est que pour l'instant les personnages on note même pas leur nom parce qu'ils n'existent quasiment pas. Mais ouais, mais Stéphane, c'est une mini en 5. En fait, on les développera pas les personnages. Non, mais parce que en fait, c'est des personnages fonction. C'est-à-dire qu'en fait, le propos, c'est de montrer quelque chose d'ultra basique et cliché, c'est-à-dire que c'est des pauvres gens qui ont subi des traumatismes et qui sont récupérés par un gouvernement qui leur promet de les aider et qui en fait les utilise jusqu'à la moelle. Et bon, spoiler alerte, ça va pas bien finir. D'accord. Mais mine de rien, Pac Nadel, le scénariste, il fait l'effort d'essayer de mettre en place un peu d'origin story pour un des personnages au début et un peu de fond sur dans cette discussion avec le fils. Oui. C'est pas extraordinaire, on est bien d'accord, mais ma foi, c'est ce qui manquait, c'est-à-dire que dans la série. Et là, ça commence à arriver. Alors après, effectivement, non, mais je suis d'accord. Après, moi, là où ça a été plus fade, c'est que le membre ici mis en avant, je trouvais qu'elle était, ça m'intéressait pas. Mais la mini-série, moi, je l'ai fini en VO. J'ai le même avis que toi. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a un côté un peu crade et c'est les dessous, et puis c'est quand même fait sérieusement. Voilà, c'est pas extraordinaire, mais c'est correct. Dernière petite remarque moi de ma part, j'ai bien aimé le fait qu'il fasse l'effort de lier avec les autres séries. Le gamin à la fin, il porte le t-shirt Dazzler World Tour. C'est rien, mais voilà, on lit avec une autre série de la gamme mutante. Et le bar, le diner dans lequel il se trouve, si je ne m'abuse, c'est le diner qui se trouve à côté de la prison de Greymalkin. Oui, puisque le diner se trouve à côté de Greymalkin. Donc, voilà. Et qu'on voit dans le tout premier épisode de X-Men ou Uncanny X-Men, quand Jubilee va voir à Greymalkin et puis elle tombe sur cette mutante à la peau zébrée là, qu'on retrouve ici. J'ai bien aimé ce souci de cohérence, d'essayer de lier avec d'autres séries, ce qui ne se fait pas beaucoup. Les séries sont chacune dans leur rail pour l'instant. On mange pas dans le couloir du voisin, quoi. Parce que là, mine de rien, il le fait quand même un petit peu. Thématiquement, ça se justifie, mais parce que la série, elle est là pour ça. Elle est là pour nourrir en fait le décor, véritablement, et créer des liens, etc. Donc oui, c'est cool. Ça le fait. C'est une bonne mini-série de continuité, en fait. Mais il faut aimer les dessins, ça je suis d'accord. Voilà. Passons aux Exceptional X-Men. Seront-ils toujours aussi exceptionnels dans cet épisode 3 scénarisé par Eve L. Ewing et Carmen Carnero? Emma Frost vient récupérer les jeunes mutants que Kitty a recueillis malgré elle, c'est-à-dire Trista, Alex et Tao. Sauf que Kitty et sa coloc Pretty n'entendent pas laisser Miss Frost faire et Kitty et la Reine Blanche sont mine de rien forcés de faire cause commune pour former correctement ces ados mutants. C'est parti pour le premier cours, présentation, nom de code, costume et évidemment le premier combat de cette nouvelle équipe. Doupe. Ouais, ça marche.
Alors j'avais une question. Est-ce que Eve Ewing, c'est la sœur ou la femme de Al Ewing? Eh ben, je ne sais pas. J'avoue que je me suis posé la question, mais je n'ai pas poussé jusqu'à Je aller me la chercher. pose à l'instant. Hein, Alors, je ne sais pas, je vais regarder rapidement. Après, une première recherche me permet de voir qu'elle a une couleur de peau afro-américaine, alors que Al Ewing est bien blanc. Donc, ça veut rien dire, hein, mais c'est un premier. Ça peut être sa femme. Hein. C'est peut-être sa femme. Après, je regarde. Okay. Non, parce qu'il est. Non, elle est mariée à Damon Jones, un professeur. Donc, en tout cas, ça n'a rien à voir avec J.R. Ewing. Hein, Il l'a préparé, c'est pas possible. Ouais, non, même pas. Bon, bref, on revient à nos moutons. Ouais, c'est pas mal. Moi, je vois un petit côté Gen X, et moi, Génération X, c'était une de mes séries préférées à l'époque. Les relations entre les persos sont plutôt bien foutues, mieux que dans Uncanny X-Men, hein, dont on reparlera peut-être un peu après. C'est bien, on va se fâcher, c'est cool. Ouais. Ça part un peu sur le même principe. Il y a une espèce de fausse salle des dangers. Voilà. Non, ça tourne. Les dessins sont bien. Vraiment, pour l'instant, je trouve ça toujours réussi. Et c'est sur la lancée des 2 premiers. Et oui, c'est plutôt intéressant. On sait qu'il va y avoir un peu de baston entre Kitty et Emma. Alors moi, je n'ai pas tout le background de Krakoa, pas encore. Mais non, je trouve que ça marche. Voilà, je suis rentré dans l'épisode. J'ai pas lâché jusqu'à la fin et non. Et puis il y a un invité surprise à la fin qui va venir mettre un petit peu son grain de sel. Non, je valide cet épisode-là. Et toi, Ben? J'aime bien aussi, c'est lent, mais ça prend son temps, mais ça fonctionne bien. L'interaction entre Kitty et Emma est bonne. Les jeunes sont bien écrits, avancent bien. J'aime bien, je trouve ça toujours joli. Carmen Carnero, je trouve qu'elle fait des très beaux dessins. Ouais. Et on en parlait dans d'autres podcasts, je trouve que chaque série de groupe a vraiment une identité. Uncanny, c'est les X-Men familiaux, un peu les anciens outcasts, les rebelles qui d'un coup deviennent des mentors. La série X-Men de Jed MacKay, c'est l'équipe, les collègues. Là, c'est vraiment gérer les jeunes, mais les jeunes d'aujourd'hui, avec notamment une discussion sur comment se voir, se considérer, etc. Je trouve ça bien, et je trouve que ça prend bien son temps pour soigner une Kitty très abîmée par la fin de Krakoa. Donc moi j'aime bien. Il y a vraiment, ce que j'aime bien dans cet épisode, c'est qu'il y a vraiment une opposition. Enfin, je trouve que tout le rythme de l'épisode fonctionne sur l'opposition entre Kitty et Emma Frost, avec des conceptions qui sont complémentaires, mais en même temps qui sont un peu opposées. C'est-à-dire que Kitty, Emma Frost, elle essaye d'imposer finalement un modèle de formation qui est en fait un héritage de ce qu'elle a connu. Et de ce qu'elle a fait. Et de ce qu'elle a fait en plus, parce que évidemment, hein, comme vous le faisiez remarquer, elle a déjà participé à la formation de nouveaux mutants avec Génération X, et donc elle est enfermée dans un ancien schéma, entre guillemets, et Kitty arrive, elle, avec une autre conception de la formation de ces jeunes mutants, et donc ça donne lieu à des passes d'armes, à des discussions, à des échanges tendus, mais ça fait tourner quand même l'épisode plutôt bien, qui sinon aurait sombré dans quelque chose d'un peu con, quoi, le côté on a des noms de code, on a des costumes, bon voilà, et je trouve que c'est plutôt bien foutu. Mais c'est bien parce que tu vois, Emma elle fait comme elle a déjà fait. Kitty veut faire parce on a déjà fait ça avec elle. Alors je suis pas très clair, mais ce que je veux dire c'est que Kitty en fait elle a reçu l'enseignement typique d'Emma, alors avec les Lions, avec les X-Men, etc. Et elle a vu où ça l'a mené, c'est-à-dire en fait à devenir une tueuse absolue quand son univers s'est effondré. Donc maintenant que c'est elle aux commandes, et finalement c'est la première fois où elle a la capacité de former des jeunes, parce que même s'il a été chef des X-Men durant la période X-Men Gold, c'était une équipe fixe, hein, il n'y avait pas d'étudiants ni rien. Là derrière, en fait, vu qu'elle a déjà vécu ça, elle veut faire différemment. C'est un peu comme, je sais pas, un enfant qui a été
qui a eu une enfance avec des parents un peu toxiques, qui se dit je vais faire autrement avec mes enfants. C'est un peu cette idée-là, en fait. Et je trouve que c'est intéressant. Ça fonctionne bien. Les dessins, je les trouve bien, mais sans plus. Bon, voilà. Mais le gars qui défend les dessins de Sentinelle. Mais on s'entendait si bien, Stéphane. Quel dommage. Non, je rigole, mais enfin je rigole. Je suis pas pour l'instant ébahi par les dessins, mais je trouve pas mauvais. Hein, attention, pas du tout. Je trouve un peu classique, quoi. Voilà. Mais en même temps, c'est un mec qui a aimé les dessins de Sentinel, ceux qui dit ça. J'ai conscience je pense que la cred, elle est au niveau zéro. Ouais. Mais c'est un épisode que moi j'ai beaucoup aimé et ça reste une des séries, ça reste un des hauts du panier de cette relance, relance X-Men. Après, cependant, je fais quand même remarquer que l'histoire de former des nouveaux mutants, c'est une thématique qui revient quand même assez régulièrement dans toutes ces séries. C'est le cœur des X-Men quand même. Ouais, non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais attention à ce que ce soit pas trop redondant non plus à l'avenir, parce que si tous les groupes commencent à vouloir former leur X-Men, on va forcément passer par des passages obligés, quoi, tu vois. Non, parce que par les crossovers à venir, parce qu'ils arrivent et on va en parler avec Uncanny bientôt, chaque série a vraiment son optique. D'accord. C'est-à-dire que on va revoir un peu les mutants des premiers épisodes d'X-Men, notamment le personnage Ben qui crée des illusions, etc. Les X-Men de Jed MacKay vont pas du tout accueillir et gérer un personnage comme ça, comme ceux de Rogue ou comme ceux de Kitty. C'est vraiment des approches différentes. Kitty, elle est en mode je suis une formatrice sympa, il y a de l'affect entre nous, mais pas trop. Rogue, c'est vraiment vous êtes ma team, ma famille, mon clan, etc. Jed MacKay, c'est vraiment maintenant c'est comme un gamin qui sort du centre de formation, t'es dans l'équipe A, on va être sympa, mais faut scorer, quoi. Mais je suis d'accord avec toi, mais le risque c'est de retrouver en fait des schémas identiques d'une série à l'autre. Bien sûr. Avec des variantes et évidemment des tons, des ambiances différentes, mais voilà, c'est peut-être l'interrogation que j'ai. Après, je pense que l'idée, elle est aussi, à mon sens, plus globale, c'est-à-dire que tu relances des séries X-Men avec une base très forte qui était Krakoa derrière. S'il faut se taper tout Krakoa pour comprendre ce qui se passe, c'est compliqué. Donc là, qu'est-ce qu'ils font ? Le truc le plus simple, c'est de créer des nouveaux personnages jeunes, peut-être pour essayer d'attirer un public un peu jeune, mais ce que je ne crois pas du tout. Moi, je suis persuadé. Non, mais c'est histoire de faire table rase et de. T'as raison, voilà. C'est de faire une approche simple. Après, dernier bémol pour défendre le truc, chaque série a un côté différent. C'est-à-dire que dans les X-Men de Jed MacKay, en VO, je crois que je suis 6 ou 7 épisodes après, il y a genre 2 nouveaux mutants, alors que tout le reste, c'est que des mutants connus. Exceptional X-Men, Emma elle est là mais elle a un rôle de support. Kitty est creusée mais en fait tout le reste c'est que focus sur les jeunes mutants. Et les X-Men de Uncanny, c'est moite-moite entre les nouveaux mutants et des focus sur les mutants connus. Donc la lumière n'est pas posée de la même façon sur ces nouveaux mutants. Donc je trouve que ça s'équilibre. Après, vous me direz finalement peut-être que c'est pas le cas, mais de mon expérience, je trouve qu'ils arrivent à retomber sur leurs pattes parce que c'est pas le même focus sur les nouveaux mutants dans chaque série. D'accord. Je vous propose de passer et de faire une analyse complète et détaillée d'une demi-heure par page sur Deadpool et Wolverine, Arm Extraction, épisodes 3 et 4, qui sont des backups de différentes séries Marvel, qui, entre guillemets, capitalisent sur le succès cinématographique de Deadpool et Wolverine. On va faire vite, Wolverine et Deadpool sont perdus dans le multivers, donc on a droit à une petite visite dans un univers avec des zombies, et puis après on a droit à une visite dans un univers où tout le monde porte la moustache de plombier. Oui, on en est arrivé là, c'est fait sympathiquement par Benjamin North, c'est très joliment dessiné par Javier Garron, dont on va reparler très très rapidement, et faut-il qu'on y passe plus de temps ? Non. Bon, passons directement au tome 8. Je suis d'accord avec vous. Dans le tome 8, nous attaquons directement avec une des grosses séries, Uncanny X-Men, avec des épisodes 5 et 6. L'épisode 5 est signé Jed MacKay Gail Simone au scénario, et elle signe les 2 épisodes, les épisodes 5 et 6. David Marquez signe l'épisode 5, tandis que c'est Javier Garron, le même que celui dont on vient de parler,
qui signe l'épisode 6. Je ne sais pas si j'étais très très clair, mais bon, bref, avançons. Dans les Uncanny X-Men, nous avions laissé Malicia aux prises avec Sarah Gaunt, la terrible sorcière ultra méga over puissante, à tel point qu'elle est sur le point de buter Malicia. Et pendant ce temps-là, dans leur nouveau refuge, les autres X-Men, Gambit, Jubilé, Wolverine et Diablo, ont recueilli 2 jeunes mutants perdus qui sont eux aussi poursuivis par Sarah Gaunt et ses sbires, et leur refuge va se retrouver assiégé par les sbires justement de Sarah Gaunt. Ben, qu'est-ce que tu en as pensé de ces 2 épisodes? Alors il y en a 2 épisodes. C'est un peu, je veux dire, il y a 2 ambiances, mais voilà. Ouais, je vais essayer de faire rapide. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup. Je pense que on va pas être d'accord. De manière très rapide, la fin du story arc sur Gaunt, je trouve que c'est bien parce que Gail Simone livre un bel épisode de fin de saga avec des beaux et bons moments. J'aime bien comment elle écrit Gambit. Je trouve que Gambit, c'est un personnage vraiment difficile à écrire, elle s'en sort bien. Le fait que Wolverine soit là mais en retrait, c'est bien aussi. La vérité sur Gaunt, je trouve que c'est bien amené, notamment le côté affabulatrice, qui s'est menti à elle-même, etc. Je trouve que c'est bien amené. Bon, le truc sur Harvey X, c'est un peu too much, mais ça passe. David Marquez, c'est très joli, donc j'ai bien aimé. Et le deuxième épisode qui est en fait un côté un peu creusé, et en même temps on prépare le futur crossover à venir avec X-Men, je trouve que ça rend plutôt bien. Ça permet de voir un peu plus sur la nouvelle mutante Amber, qui est très perdue dans sa tête mais assez gentille en soi, et on revoit un peu plus Diablo qu'on n'a pas beaucoup vu pour l'instant. C'est plutôt sympa le fait qu'on dise clairement que Wolverine en fait il va vraiment pas bien parce que c'est comme ça et que finalement même lui il peut être pas bien dans sa tête. Je trouve que c'est bien amené, les dessins sont jolis. Je préfère David Marquez parce que je trouve que Javier Garrón, c'est des planches jolies et réussies, mais il me manque quelque chose, alors que David Marquez, je trouve qu'il crée une ambiance en plus. Mais j'aime vraiment bien la série. Doupe. Moi, ça a été une grosse déception. Ah merde, le gars. Ouais. Grosse déception. Je trouvais ça correct. Là. La fin du premier arc, puisque c'est le premier arc qui se termine dans le premier épisode. La vache, Gail Simone, elle nous a sorti un Deus Ex Machina de dingue. Mais c'est vrai que c'est jamais arrivé chez les X-Men. Non, mais là, quand même, t'as envie de dire, tu aurais pu faire. Et puis, hop, allez, tiens, mais au fait, tu régénères parce que t'as absorbé mes pouvoirs et que moi aussi, j'étais télépathe, mais je régénère aussi. Bon, alors, j'ai trouvé ça super facile. Je suis désolé, je t'interromps. C'est un subplot qui va prendre de l'ampleur par la suite, parce que Harvey est pas tout seul, il y a quelque chose derrière, etc. Je veux pas dire que c'est bien, je veux juste dire qu'en fait ça va pas s'arrêter là tout de suite. D'accord, mais enfin, des choses qui prennent du sens. Si elle le rebalance derrière, ok, là moi j'ai trouvé ça pour le moment, puisque moi j'ai pas la suite. Là pour l'instant, moi j'ai trouvé ça vraiment. Allez hop, comme ça on termine le truc. Donc c'est ce qui m'a déçu. J'ai un souci, les gars, il faut me le dire. Enfin là, c'est surtout dans ce qui concerne la VF, parce que on a Malicia, et il y a tout un truc sur le fait qu'elle essaye de perdre son accent un petit peu avec cheveux au lieu de je veux, etc. Et donc là, elle utilise souvent ces paroles-là, je sais pas comment on pourrait dire ça en français, mais ces espèces d'approximation de langage, elle le faisait dans les épisodes avant, dans la VF ou pas? Elle parle de Danny Boone. ouais, non, mais c'est ça. Non, elle le faisait pas dans la VF avant. Mais par contre, elle le faisait en VO. Et du coup, je trouve que c'est un bel effort de Panini actuellement de l'intégrer. Parce que, bon, je pense qu'ils le font parce que Gail Simone le met en avant. Mais ça a toujours été le cas en VO, ça a jamais été le cas en VF. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est tombé un peu comme un cheveu sur la soupe, là. Alors oui, mais du coup... je suis d'accord avec toi. Cela étant dit, je trouve que c'est bien de le faire quand même et de pas le passer sous silence. Moi, je pense qu'ils auraient dû le faire dès le départ, en fait. Mais bon. Oui, mais à ce moment-là, après, c'était Semic aussi qu'il a jamais fait avant. Donc. Non, mais moi, je veux pas du tout lancer. Je suis pas contre la traduction. Ça m'a juste un petit peu gêné. Et je pense que oui, les délais de traduction doivent être très courts. Et je pense que la personne qui a traduit les premiers épisodes avait pas du coup s'est dit bon c'est le langage de Malicia. Il n'a jamais été vraiment
Ils C'est suivent comme les ça dans les consignes, traductions françaises. les bases, etc. Après, Mm. c'est pas mal aussi que. Après, c'est toute la difficulté de transposer, d'adapter, tu vois. Ouais, non, Avec, mais- parce que l'écriture américaine, moi par exemple, mon premier comics, mon premier TPBVO, c'était un Hellblazer par Garth Ennis. Je comprenais rien du tout, hein, mais parce qu'en fait, le mec il écrivait de l'argot. Enfin, il essayait d'écrire comment il prononçait les choses. Donc, les I sleep, il mettait A-Y-E. Moi, je comprenais rien. Pourquoi moi, j'attendais un I majuscule et je comprenais même pas que ça venait de là. Donc, c'est compliqué. Je comprends ton trouble. Je trouve bien que maintenant, il le fasse pleinement, quoi. Ah oui, non, mais là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Ce qui m'a juste gêné, c'est que ça n'a pas été fait avant, en fait. Mais ça peut se comprendre. Peut-être que le traducteur n'avait pas vu les épisodes d'après, ce qui est certainement le cas, sinon il l'aurait intégré aussi. Hein. Il pensait pas peut-être que ça prendrait une importance aussi capitale dans le récit. Je jette pas du tout la pierre au traducteur. Hein. C'est juste que ça m'a un petit peu gêné. Non, voilà. mais il n'y a pas de souci, Stéphane mettra en gros titre double balance sur la traduction de Panini, des nuls. Non, parce que pour le coup, autant des fois je peux être un peu chafouin là-dessus, mais là. Non, là, mais je suis d'accord avec toi. Je t'embêtais. Et puis, le deuxième épisode sur les étudiants, moi je trouve qu'ils sont moins bien traités que ceux de Exceptional X-Men. Je suis moins accroché à eux, je les trouve plus fadas en fait. Donc j'ai du mal à m'y accrocher pour le moment. J'arrive toujours pas à comprendre ce que c'est que leur pouvoir. Parce qu'on les a pas beaucoup vus en même temps pour l'instant. Ah, mais quand même, t'en es à l'épisode 6, tu fais quasiment une série là-dessus. Non, mais t'en es à l'épisode 6, t'as un épisode de baston de Wolverine, un épisode de baston de Rogue, un épisode sur le gamin qui meurt. Voilà. Je veux dire, t'es déjà à 3. Eux, à un moment, ils arrivent en fin d'épisode, après ils se foutent sur la gueule. Enfin, c'est la difficulté de ce que je disais avant sur le focus, c'est que la série Uncanny, c'est une série qui veut traiter sur un quasi pied d'égalité 8 personnages. Et c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Ça veut pas dire que ça n'y arrive pas. Là, aujourd'hui, j'ai fini le 14, je crois, ou 13 d'Uncanny. J'ai beaucoup aimé. Mais ça va passer par un épisode focus sur Gambit pour faire vivre au fur et à mesure le casting. Là, pour le coup, ça marche moins bien. On va voir dans les prochains épisodes une mise en avant des gamins et ça va mieux fonctionner. Mais c'est sûr que jusque-là... Après, pour me faire l'avocat du diable, très clairement, quand ils sont arrivés et qu'ils étaient poursuivis par les saloperies de Sarah Gaunt, les 4 X-Men qu'on a vus, là, ils ont dit vous faites rien, on gère. Vous faites rien, on gère. Parce que c'est leur caractère. Ouais. Mais là, vraiment, en termes de lecteur, moi, j'ai du mal à m'y accrocher, quoi. Après, mais je suis d'accord avec toi. Mais sur cet épisode-là, sur ces numéros-là, franchement, j'ai pas trouvé les épisodes bons, en fait. J'ai pas aimé. Voilà. Moi, quelques petites choses sur la série, enfin sur déjà sur la fin de cet arc. J'ai trouvé que, alors moi, il y a eu un moment, je me suis dit, ils vont faire un truc. Alors, c'est pas vous, hein, mais il y a ce début d'épisode où vous avez Sarah Gaunt qui est au-dessus de Malicia et qui lui dit, je vais t'arracher, je vais te prendre tes cheveux, je vais t'arracher les cheveux. Et on commence à briser tes os, je vais te boire ton sang. Non, mais on commence à avoir des gouttes de sang qui dégoulinent sur le front de Malicia. Et là, je me suis dit, putain, elle va vraiment le faire. Et ça va être cool, quoi. Ça va être cool parce que ça va briser le personnage et ça va propulser le personnage dans une autre période. Rappelez-vous, hein, quand Tornade change de coupe de cheveux, etc., etc. Et je me suis dit, putain, elle va le faire. Et non, bon, elle le fait pas. Mais pendant un moment donné, je me suis dit, tiens, il y avait une ouverture sur quelque chose qui aurait pu être pas mal. Bon, du coup, elle garde ses cheveux, mais puis elle a même un pouvoir qui lui permet de réparer son poignet en 2 secondes et demie. Hein, et le poignet, limite, s'il fait pas clac, et il revient dans sa position d'origine. Bon, je fais le gars qui a pas trop aimé, qui est un peu cynique. Moi, j'ai pas aimé le Deus Ex Machina avec Harvey X, mais cependant, je dois admettre qu'elle sauve les meubles sur ce coup-là parce que vraiment le passage dans le premier épisode faisait vraiment plaquer en mode on va faire pleurer dans les chaumières. Du coup, ça permet de dire non, c'était pas que pour ça. En fait, vous voyez, je l'ai amené au début et en fait, je le remets à la fin de l'arc
Donc, bon, ok, donc il y a une construction, donc ok, je comprends, j'accepte que tu essayes de m'avoir parlé sentiments dans le premier épisode, et si en plus ce Harvey X a une importance par la suite, ma foi, pourquoi pas. Il y a une scène, moi, qui m'a marqué, c'est celle où le gamin lui dit mais tiens, regarde dans mon esprit, je pouvais voir loin, etc., etc. Et on voit en fait des espèces d'aperçus de ce que moi je prends pour un futur possible, mais on voit une espèce de Diablo avec 4 bras, on voit un Xavier qui porte le casque de Magneto, on voit une Marvel Girl qui a une stature un peu de combattante, non, une Marvel Girl avec la visière pardon, j'ai complètement passé à côté, avec la visière de Cyclope, et puis on voit Colossus en train d'être apparemment vaincu par des chiens robotiques que l'on a vu dans Sentinels, dont on parlait tout à l'heure. Ça sent le crossover, moi. Bon, je me dis, ah tiens, commence à y avoir du lien entre les séries, c'est pas mal. Donc voilà. Moi, ma grande déception, c'est que Sarah Gone fait jamais la grande méchante super puissante qu'elle pourrait être. Enfin, moi, j'ai jamais cru à ce personnage comme étant une espèce de monstre absolu capable de vaincre Malicia ou Wolverine. Par contre, j'aime bien l'explication du personnage dont tu parlais, Ben. Ça dure 3 cases, mais c'est plutôt bien fait. Le deuxième épisode, j'aime bien ce côté. C'est la rentrée des classes. Voilà, ça m'a rappelé un peu ce qui avait été fait à l'époque avec. Quand Wolverine et Kitty étaient directeurs d'école de l'Institut Xavier. Il y a un petit côté comme ça. Moi, ça me rappelle ça. En plus, par les dessins de Garonne, ça me rappelle un peu ça. Bon, après, on n'échappe pas au poncif du bus scolaire dans lequel tu te fais bully, des casiers dans les couleurs de l'école. Donc, on revisite tout un tas de trucs assez connus et assez attendus. Mais je trouve ça intéressant qu'enfin on leur donne un petit peu de place, voilà, qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent. Donc, et puis David Marquez, même si j'aime beaucoup ce qu'il fait, curieusement le passage à Caronne, ça m'a pas perturbé parce que je trouve qu'on n'y perd pas en qualité de dessin. C'est différent, mais ça me plaît tout autant. La conclusion me fait dire que il va vraiment être temps que les X-Men aillent à Greymalkin pour aller voir un petit peu ce qui s'y passe, parce qu'il a l'air de s'y passer des trucs pas cool quand même. Donc voilà. Moi, ça reste toujours une valeur sûre des X-Men et je suis très content avec. Ce qui n'est peut-être pas le cas de l'autre, entre guillemets, série bankable de ce relaunch, qui est X-Men épisode 7. X-Men épisode 7, où, alors pour tout vous dire, j'ai commencé à lire, je me suis dit, oh bah dis donc, Ryan Stegman, ça y est, il a retrouvé son dessin. Et en fait, c'est Neto Diaz au dessin. Et en fait, j'ai envie de dire, gardez-nous Neto Diaz, c'est bien. Hein, enfin, je veux dire, ouais. Hein, comment ? Ouais, je suis entièrement d'accord. Voilà. Et il reste longtemps, et Ryan Stegman est là de moins en moins, et ça me fait très plaisir. Je trouve que si leurs styles sont proches, il y a comment dire, il y a une clarté et un enthousiasme qui se lit dans les pages. Alors c'est peut-être un peu biaisé parce que je suis Neto Diaz sur les réseaux sociaux et le mec il met des messages, il vit sa meilleure vie. Il dit ouh, je t'ai signé X-Men, c'est trop bien, c'est mon rêve d'enfance. Mais c'est cool et je trouve que ça se ressent un peu en fait, parce que c'est bien foutu. Donc pardon, c'était juste pour ça. Alors, de quoi parle cet épisode ? Eh bien, cet épisode, nous allons découvrir enfin ce qui se passe avec cette petite fille qui a été repérée par Temper, et on va enfin avoir un début d'explication sur ce personnage de petite fille, mais l'épisode est surtout en fait occupé par un gros flashback qui revient sur l'explication du pourquoi nous avons une carcasse de sentinelle dans cette ville de Merle, je ne me souviens jamais de comment s'appelle cette ville. Merle, voilà. Et donc c'est un gros flashback qui explique la présence de cette carcasse de sentinelle. Doupe, qu'en as-tu pensé ? J'ai bien aimé, moi. Voilà. J'ai plutôt bien aimé. Limite, ça pourrait être considéré. Il y a un dialogue entre Scott et Magneto. Enfin, c'est l'épisode. Hein, il y a pas mal de trucs sur Scott et Magneto. C'est un peu focus là-dessus. Ça marche. Ça faisait longtemps que je les avais pas vus tous les deux ensemble. Il y a une histoire qui a un début, un milieu, une fin. Et j'avais été critique, moi, de certains passages de Jed McKay. Là, pour moi, ça se lit. C'est une vraie série qui se lit et que j'ai envie de lire avec un petit peu des rebondissements, avec des choses comme ça sur la mutanité peut-être de la jeune fille.
Non, moi je prends ça vraiment comme une série. Voilà, ça c'est une série avec des hauts, avec des bas. Mais pour moi, c'est une vraie série et ça me donne envie de lire l'épisode d'après, en fait. Avant de te passer la parole, Benoît, moi, en fait, quand je l'ai fini, je me suis dit, ah bah voilà, c'est enfin un numéro 1 qui me donne envie de lire la suite. Quoi. Enfin, limite, on me l'aurait servi au début en numéro 1, j'aurais dit, ah bah ouais, j'achète, quoi, j'ai envie de lire ce genre de truc. Pardon, je te repasse la parole, Ben. Oui, je comprends. Après, c'est aussi le jeu des subplots, etc. Je veux dire, c'est que le 7e épisode et on a déjà la révélation de pourquoi Magneto est pas bien ou malade, etc. Je pense qu'on aurait tous rêvé dans les années 90 avoir déjà la réponse à un mystère 6 numéros après, quand même. C'est vrai. Moi, j'aime bien. On peut peut-être le spoiler, hein, parce qu'on spoil dans cette émission. Hein, c'est qu'il y a un mal de la résurrection, quoi. C'est-à-dire que le fait d'être ressuscité par le système qui avait été mis en place sur Krakoa, a des répercussions et donc peut-être une dégénérescence. Enfin, du coup, ils doivent être tous être malades, hein, parce que... Oui, alors déjà, sa première chose, je veux dire, sa dernière résurrection à Magneto, c'est pas par Krakoa, il est passé par un autre truc, what the fuck. Mais bon, allez, pourquoi pas. Mais oui, c'est ça. Moi, je trouve ça bien. Dans ma tête, c'est solide, efficace, correct, sans grosse surprise. T'as raison. Moi, j'aime bien parce que les mystères sont levés rapidement, que tout ça a du sens. Bah ouais, après Krakoa, Scott, il est pas bien, sa meuf, elle est pas là, il va où? Il va dans sa maison d'enfance. Il y a Magneto qui vient le saouler, il y a une sentinelle, ça saoule, mais il faut aller s'en occuper. On va rester là pour checker quand même. Enfin, je trouve que tout a du sens, ça fonctionne, c'est intelligent, c'est simple, mais c'est efficace, c'est agréable. Et puis, les dessins de Neto Diaz, c'est joli. Franchement, les premières pages, avec le Cyclope, en plus cœur avec les doigts, avec le costume de New X-Men que j'aimais beaucoup. Moi, j'y vois du Ian Churchill un peu dans la figure de Cyclope, et pour moi, c'est un compliment. Donc franchement, moi, j'aime bien aussi. J'ai un coup de cœur pour la série Uncanny parce que j'apprécie plus l'ambiance et les interactions entre les personnages, mais la série X-Men, j'ai du plaisir à la lire aussi, mais parce qu'elle n'a pas le même focus aussi. Et puis, il y a un truc qui s'est passé, il y a eu un glissement sur le physique de Cyclope, on est bien d'accord. Hein. C'est-à-dire qu'au début, Stegman le dessinait presque adolescent, et là, c'est redevenu un homme, quoi. Enfin, oui, non, mais il a glissé. Là, t'as un vrai dessinateur, en fait. Non, mais dis pas ça, Adobe Stegman. Je veux dire, c'est un vrai dessinateur. C'est juste qu'en fait, il a une approche où en fait, il devient. Je pense qu'il tombe dans une approche cliché, on peut dire, ou en tout cas archétypale de ces personnages. Et ces personnages sont très fins et en apparence très jeunes. Et du coup, c'est abusif. Mais oui, Neto Diaz, il le dessine comme un trentenaire. Alors, disons qu'il y a une consistance dans les dessins de Neto Diaz qu'il n'y a pas chez ceux de Ryan Stegman, en fait. Ouais, et ça va mieux à Cyclope, en tout cas dans ces épisodes-là, parce que... Après, Ryan Stegman, on tombe dessus légitimement, mais il faut quand même se rappeler que le gars, c'était un tueur sur la série Scarlet Spider de Kane, et il a été très bon sur le Venom de Donny Cates. Alors moi non, moi j'ai pas du tout accroché sur son Venom de Donny Cates. Ouais, mais il rendait des planches meilleures que ça, tu vois. Je veux dire, moi, c'est à partir de là que je me suis dit, oh là là, Stegman. Je veux pas minimiser son avis, mais c'est le jour et la nuit. Là, il est comme souvent, parfois, enfin pas souvent, parfois, ça veut rien dire, mais à un moment, des dessinateurs, en fait, ils deviennent archétypaux dans leur approche, peut-être parce que le système américain est tel qu'il est, qu'ils sont tellement connus qu'ils gagnent plus d'argent à faire des illustrations, et je suis ravi pour eux. Parce que j'aimerais pas être dessinateur dans le système américain parce que c'est quand même compliqué. Mais du coup, il y a du relâchement un peu sur la gestion des dessins. On le voit chez beaucoup de dessinateurs. Ou alors ils mettent 150 ans à faire un épisode. Bon, en tout cas, on avait dit lors des précédents podcasts qu'on trouvait que cette série mettait du temps à se lancer, que ça démarrait de manière un peu laborieuse, que ça prenait du temps, et sans vouloir paraphraser, tu nous l'avais dit, Ben, mais là, j'ai enfin le sentiment que la série se lance, quoi. Enfin, qu'on est parti sur quelque chose de consistant. Ce qui n'est pas tout à fait le cas avec la série qui suit, puisque nous allons parler de X-Force numéro 5. Alors X-Force numéro 5, scénarisé par Geoffrey Thorne et dessiné par Mark Russo.
Je reprends mes petites notes. Au cours d'une mission pour arrêter Nuclo, X-Force se retrouve dans les Everglades face aux Avengers, mais sauf que ces Avengers-là sont un peu différents. Ils viennent d'un autre monde, ou plus précisément, ils viennent du monde de Keb, une autre dimension où règne l'impératrice Ishtar, et Nuclos a aussi ravagé ce monde, ainsi que l'Homme-Chose, qui est le nexus des réalités. Et l'alliance est donc rapidement de mise entre ces deux équipes qui, pourtant, au début, dans la grande tradition marvelienne, se livrent une bonne grosse baston, et comme le dit un des personnages, mais pourquoi on discute jamais avant, ce qui est probablement la meilleure ligne de dialogue de cette vingtaine de pages. Double, qu'en as-tu pensé? J'ai pas trouvé ça si mauvais. Oh, son deck. Non, je vous assure, la fin m'a un peu touché avec, Je suis d'accord avec toi. avec un sacrifice. C'est super bien dessiné. Voilà, Marc Cousteau, mettez-le en avant, quoi. Ça fait des années que Marc Cousteau il livre des superbes planches. Superbe pas non plus, c'est très joli, c'est très correct, mais c'est Ah, attends, toi tu m'as dit que t'aimais la ligne claire, c'est impeccable. ouais, c'est joli, mais j'ai du mal à être plus loin. Alors je donnerai mon avis après, mais pour moi Marcus Do, ça serait un très bon dessinateur d'une série secondaire. Par exemple, tu le mets sur Exceptional X-Men, c'est très bien. Ça marche vachement bien. Tu le mets sur West Coast Avengers, qui est actuellement, ça marche très bien. Je le mettrais pas sur Avengers, mais je le mettrais sur West Coast. Vous voyez ce que je veux dire sur ouais. sur Moi, la je pense deuxième. qu'il a carrément le potentiel pour être un des meilleurs de chez Marvel, en fait. Mais Non, parce voilà. que le style, pour le coup, est trop consensuel, en fait. Il Ouais. est pas assez spécifique, il est trop classique. Mais j'aime bien, hein, j'aime bien. Après, C'est j'ai un pas peu comme dans Sentinelle, du coup. Alors. non, mais j'ai un peu de Non, problème pardon. avec ces couleurs, où je trouve, en fait, c'est pastel, et c'est un peu délavé. Et du coup, je trouve que c'est un peu moyen. Mais bon, après, c'est comme ça. Mais l'épisode en soi, il est pas si mauvais. Hein. Non, c'est pas mauvais. Pour une fois, Stéphane, c'est celui qui a pas aimé. Moi, en fait, je trouve ça juste bof. C'est lourde. Enfin, la bagarre, elle est lourde, elle est pas prenante. Les autres Avengers, ils sont là, mais on s'en fiche. Le sacrifice final est un peu touchant. J'ai toujours pas compris ce que voulait faire Nuclo, hein. Mais c'est pas mauvais, mais c'est frustrant. Alors, l'idée de base est toujours cool. Les dessins sont sympas. Les personnages, c'est pas désagréable de les voir. Le sacrifice est touchant. Mais en fait, tu dis, t'as un super concept de base avec Forge qui veut être proactif et qui veut gérer des super menaces. Et tu l'envoies contre Nuclo, contre des pseudo-Avengers, des sortes d'ersatz, des Avengers cool que tu avais vu dans New Warriors il y a 30 ans. Et c'est même pas tout à fait eux en plus. Hein. Ouais, Enfin, c'est des ersatz. Le raccord, il est pas tout à fait bon. Hein. Enfin, je veux dire, Ouais, si tu les compares avec ce qui était paru à l'époque, c'est pas tout à fait les mêmes persos. Bah, du coup, en fait, tu dis, t'as pas mieux à faire. Enfin, je veux dire, c'est pas mauvais, c'est juste bof, c'est frustrant. Ouais, moi j'ai trouvé qu'il y avait une valeur ajoutée par rapport au dessin et puis par rapport à la fin, que j'ai bien aimé. Ça conclut bien l'arc. Ce sera pas un arc exceptionnel, mais au moins il s'est passé quelque chose, quoi. Ça retend un peu les relations entre Forge et Tessa. Ouais, non, moi j'ai vu des promesses alors qui seront pas tenues, hein, puisque la série s'arrête, je crois, au numéro 10, mais moi je m'étais dit c'est une bonne manière de lancer la série aussi sur un drame. Et pour moi, ça concluait bien. Encore une fois, tu vois, c'est toi qui parlais d'une petite série sympa. Non, mais franchement, franchement, je comprends. J'adhère pas, mais je comprends. Mais parce que je pense que je suis plus frustré d'une très bonne idée de base qui est, à mon sens, pas assez bien utilisée. Moi, un petit détail que je trouve bizarre cette série, c'est-à-dire que j'ai du mal à comprendre en fait réellement à qui elle s'adresse parce que on nous sort ce personnage de Nuclo, mais sans déconner, qui parmi les lecteurs débutants ou adolescents qui lisent, qui va comprendre? Non, mais Stéphane, il y a pas. Non, mais un autre exemple. Mais qui parmi les lecteurs de pas acharnés connaît Nuclo? Oui, moi je connais Nuclo, mais c'est un coup de bol, hein, parce que j'avais trouvé un vieux comics où il apparaissait dedans, mais sinon, même moi avec mes 27 ans de lecture, je saurais pas qui c'est. Hein. La référence à X-Men Alpha Flight de Paul Smith, quoi, enfin, sans rire, ils vont nous chercher ça, quoi. Enfin, qui va comprendre le truc? Enfin,
Enfin, à part se faire plaisir et faire une petite case où tu mets une petite étoile en mode à lire dans Alpha Flight X-Men numéro 1 et 2, bah ouais, d'accord, mais bon, enfin. Et puis c'est gratuit, ça n'amène à rien. Le sacrifice à la fin, je suis d'accord avec toi, il m'a un peu surpris, Douk, mais je me suis dit, mais en fait, c'est un peu gratuit, quoi, comme sacrifice là aussi. Mais non, ça va permettre de lancer l'antagonisme entre les deux leaders de l'équipe, quoi. Ouais, mais on va bien voir ce que ça va donner, effectivement, dans l'épisode suivant. Bon, on verra bien. Ouais. De ce point de vue-là, je suis assez d'accord. Mais ça m'a paru quand même un peu parachuté en fin d'épisode. Bon, ouais, cette série, elle démarrait bien et je trouve qu'elle remplit pas son office, en fait, pour moi. On avance ? Oui. Bah oui. Allez, C'est fini là. on est presque à la fin. Courage. NYX, je sais toujours pas si je le prononce comme il faut, mais je vais le prononcer NYX, épisode 5, au cours d'une mission pour... non, ça c'était Minuclo. Mince, je me gourde dans mes fiches, comme quoi j'ai des fiches. Prodigy a été arrêté, déchaînant la colère anti-mutante. Sophie Kukoz, une des forces manœuvrant dans l'ombre, affiche cependant une volonté de se racheter et à cette occasion, le plan de Empath est éventé. Et cette même Sophie Kukoz abandonne ses 4 jumelles maléfiques, mais le temps presse car un vote municipal doit décider du destin des mutants. La communauté mutante doit faire bloc et convaincre tout le monde de voter pour les conserver, enfin pour que les mutants puissent continuer à vivre à New York correctement. Bon, je suis pas certain que mon résumé soit tout à fait clair. Faut dire que l'épisode, moi, je l'ai trouvé un petit peu brouillon. Je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais il y avait des choses qui étaient un peu amenées comme ça. Tout ça est fait de manière très très rapide, je trouve, dans cet épisode. Et on a l'impression qu'on est un peu au pas de charge dans cet épisode, alors qu'il y a quand même beaucoup de bonnes choses. Et parmi les bonnes choses, je dois dire que nous avons un des membres de notre équipe qui apparaît dans l'épisode, et ça, c'est quand même très cool, puisque Doop apparaît dans l'épisode. Oui, avec un panneau. Je l'ai vu moi aussi. Bon, il fait des manifs, Doop. Il a rien d'autre à faire dans sa vie. C'est ça. Ben, qu'en as-tu pensé ? Moi j'aime beaucoup. Beaucoup. Alors c'est en effet brouillon, mais je trouve en fait que ça participe à l'urgence, au souffle politique et jeune entre guillemets donné par les scénaristes, dans le sens où en fait c'est le bordel, c'est la crotte, comme je dirais à ma fille. Du coup il faut faire vite pour limiter la casse. Il faut faire vite. C'est le moment où en fait les personnages doivent faire des choix de vie importants sur la seconde. Bah, du coup Sophie elle décide de lâcher ses sœurs. Comme ça, bah maintenant c'est comme ça. Elle se positionne. Miss Marvel fait un discours de paix et il fonctionne. Je trouve que c'est une des fois où le rattachement de Miss Marvel auprès des mutants fonctionne bien. Elle touche son frère mais pas son cousin. En passe effréné. Je trouve que ça fonctionne bien parce que même si c'est brouillon et maladroit, il y a un côté urgent. Mais comme il peut arriver en fait dans certains moments, notamment politiques, où en fait tout se joue en quelques minutes, quelques heures et ça part de tous les côtés. J'aime bien. Seul défaut, le dessin, moi je trouve que c'est très pauvre. C'est pas joli, ça se lit, ça se parcourt, mais c'est pauvre graphiquement. Doop. Ouais, j'ai un peu le même avis que Ben. J'ai bien aimé. C'est vrai que ça fait un petit peu résolution rapide, allez, le pouvoir, de l'amitié, tout ça. Mais en fait, ça marche parce qu'ils le font avec Miss Marvel, qui est un personnage que bon, je suis pas spécialement fan. Là, ils arrivent à me faire aimer Miss Marvel. Je trouve qu'ils la décrivent très bien avec ce côté très naïf, très hyper positif. Et mine de rien, ça fait du bien de voir un personnage hyper positif, qui pardonne aux gens, qui trouve que l'amitié c'est super sympa. D'autant plus, et je suis désolé de t'interrompre encore, c'est super agréable chez les X-Men. Ça fait quand même une paire d'années où en fait, avec tout ce qu'ils ont vécu, il y en a plus des masses des mecs qui sont positifs quand même. C'est un peu la Kitty de quand elle est arrivée au manoir, quoi. Ouais. Et du coup, je trouve que là, elle trouve un bon rôle sans dévoyer ce qu'elle était de base. Parce qu'il faut le dire, évidemment, c'est une évidence, mais il faut le rappeler. Le rattachement de Miss Marvel aux mutants, là, est complètement opportuniste par Marvel Comics, parce que le MCU semble l'amener vers les mutants, donc on va rattacher ça, et on venge un peu l'histoire de base, parce que quand elle a été créée, il était prévu qu'elle soit mutante, et Marvel a dit non, on va en faire une inhumaine. Malgré tout, c'est ultra bordélique. Il y a 2 mini-séries
co-scénarisées par l'actrice qui joue le personnage dans le MCU, qui sont plutôt correctes et bonnes, et qui limitent la casse. Mais là, je trouve que la série, et notamment ce passage, donne du sens à ce rattachement. Donc c'est très cool. Ouais. Et j'ai la même réserve que toi sur les dessins. C'est pareil. Pour moi, c'est pas au niveau d'une série X-Men. Alors, j'entends et j'ai rien contre. Francesco Mortarino. Voilà, j'ai absolument rien contre ce pauvre Francesco Mortarino. Je veux dire, quand on fait une relance de série, on en parlait tout à l'heure avant le podcast, quand on lance Krakoa, il n'y a pas une série qui est mauvaise graphiquement au départ, en tout cas. Fallen Angel, c'est quand même super moche. Oh, Simon Kutranski, ça pouvait le faire. Enfin, ça passe, par rapport à ça passe, quoi. Non, ça avait au moins une patte, véritablement. Là, j'étais un peu méchant, mais oui, je suis d'accord. Après, ouais. Là, on sent que bon. Alors, après, c'est vrai que c'est difficile aussi, peut-être pour Marvel, de ramener 10 dessinateurs importants. NYX, ça reste quand même une série, on va dire satellite. Hein, c'est pas un des gros titres. Ça aurait pu le devenir, je pense, avec un dessinateur un peu meilleur. Après, c'est lisible, hein, c'est pas une catastrophe. Hein, c'est beaucoup mieux que sur Sentinelle, par exemple. Mais ouais, c'est très générique, quoi. C'est très, très générique. Mais pour moi, ça fonctionne bien. Pour le coup, même si je trouve pas ça beau, je trouve que ça participe, alors à toute sa limite, hein, etc., à ce côté un peu... jeune, bordélique, crade, outcast, comme on dirait en anglais. Tu vois, tu peux pas mettre un Marcus To dessus. Tu peux pas mettre un Carmen Carnero. Ça perd un peu de sa force en soi, je trouve. Faut pas que ça soit un truc élégant, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Tu pourrais pas mettre le dessinateur de Storm dessus, par exemple. Voilà. Ça irait pas. Et parce qu'il faut que ça soit jeune, il faut que ça soit un peu spécial, pas fini comme peuvent l'être les adolescents, non pas pour dire que les adolescents sont pas finis, mais ils sont en pleine formation personnelle encore sur beaucoup de choses avant d'atteindre l'âge adulte. Donc je préférerais un dessinateur avec une meilleure ambiance, un Neto Diaz par exemple, je pense que j'aimerais bien, ou un Kev Walker dont on parlait avant. Je pense qu'un Kev Walker il serait un tueur sur ce genre de truc, mais ça participe un peu en fait. L'idée des tags est reprise. Hein. On avait déjà parlé du tag, et là, en fait, c'est intéressant la manière dont il le réutilise sur la toute dernière page. Hein. C'est très joli, la dernière. C'est très joli. Enfin, il y a une idée sur quelque chose. J'espère que c'est quelque chose qui va être développé par la suite. En tout cas, il y a cette idée que la culture mutante se répand petit à petit dans la rue. Mais tu vois, tu fais Pardon, je te coupe, mais tu fais un truc avec du tag. Moi, je te dis tout de suite, envoie Damien Scott, quoi. Je sais pas ce qu'il devient, ce dessinateur qui avait fait du Bad Girl et qui avait une technique très graphique. C'est une bonne idée, ouais. Là, sur cette série-là, ça aurait fonctionné, mais de ouf, quoi. Après, je sais pas ce qu'il est devenu, hein. Je sais pas ce qu'il fait, mais ça aurait été vachement bien. En tout cas, NYX a un ton et un style particulier qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent. Peut-être pourrait-on éventuellement y chercher dans la période Grant Morrison, quand il y avait un quartier mutant. Voilà, peut-être qu'on pourrait aller chercher dans ce coin-là, mais bon, c'est quand même pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. La série Bishop, je crois que ça s'appelait Mutant X, je sais plus. District X. Et puis, voilà. Après, de base, hein, le premier volume de NYX, c'était ça hein, aussi. Hein. Mais c'était il y a 25 ans. Ouais, mais ça fonctionne très bien. Je vous propose de passer au dernier épisode déjà, puisque après c'est le Wolverine Venom War et puis la connerie n'existe pas. Hein, voilà. si, qui est très sympathique. Factor X numéro 4. Alors que je reprends mes petites notes. Factor X numéro 4, et bien dans Factor X numéro 4, nos mutants sont envoyés sur une nouvelle mission où je pourrais appeler de voyage au centre de la Terre, puisqu'ils doivent aller récupérer des scientifiques qui se sont perdus lors d'une mission de recherche. Les voici donc embarqués dans cette opération de secours. Cependant, les choses s'annoncent plutôt mal, puisque les dirigeants de Factor X annoncent qu'il va y avoir un nouveau membre, et surprise, ce nouveau membre est un téléporteur, mais pas n'importe lequel, Wintergeist, qui est en réalité
l'ex de Cecilia Reyes, et elle n'est pas du tout ravie, mais alors pas du tout de devoir faire cette mission avec son ex. Comment cela va-t-il se passer? Pourra-t-on les rabibocher tous les deux? Que se cache-t-il sous terre et pourquoi ces scientifiques ont-ils disparu? Benwave, qu'en as-tu pensé? Moi j'aime bien. J'avais eu un petit coup de mou le mois dernier sur l'épisode. Là je trouve que c'est bien parce qu'il y a de l'humour absurde. Pierrot il est bien pour ça. Se faire enlever son crétin de tatouage. Je trouve que c'est une aventure correcte et une bonne gestion des émotions. Notamment la gestion entre Cecilia et son ex. Je trouve que c'est bien fait. C'est crédible je trouve au niveau des réactions. Et aussi le petit échange court mais intense entre Alex et Granny Smite. Qui veut pas qu'elle aille sous terre parce que si elle reste coincée, elle pourra jamais mourir. Et je trouve que c'est très juste. Et on disait hors micro avant que il y a eu des périodes sur Krakoa où j'ai pas aimé le traitement de Havok, qui est un personnage que j'aime bien. Je veux pas dire qu'il est bien traité dans X Factor, mais si on rit de lui, on met quand même en avant ses qualités et sa compétence. C'est-à-dire que c'est pas un bouffon constant, c'est plus un mec paumé qui fait de la crotte. Et ça, je trouve que c'est bien fait. C'est une petite aventure, mais il y a de l'humour absurde qui fonctionne mieux, il y a de l'émotion qui fonctionne bien, et les dessins, ça reste c'est joli et efficace. Ça, c'est de la ligne au clair qui fonctionne bien en soi aussi. Doupe. Tout pareil. Bon, alors moi je rajoute juste un... Oui, pardon. J'ai trouvé ça... Je trouvais ça plutôt sympa. Pareil, je me suis dit, tiens, ça y est, il est en train de... Il a arrêté avec un peu le cynisme et de copier ce qui avait été fait sur X-Statix. Oui, alors là, pas du tout. Hein. D'accord. Non, mais pardon, je t'interromps. Encore, là, c'est un petit focus. Mais il trouve un équilibre. C'est-à-dire qu'il affine et qu'il trouve vraiment un équilibre, là. Ouais. Et du coup, ça passe mieux. Bon, pareil, la série va s'arrêter, hein, donc... Je sais pas s'il pourra développer jusqu'au bout, mais là j'ai bien aimé. C'était une petite aventure sympa, c'est bien dessiné. Les personnages, vraiment, la relation m'a pas fait sortir de ma lecture, donc non, j'ai plutôt un bon avis moi sur cet épisode. On est sur un format Factor X où le Mark Russell, j'ai l'impression que c'est pas qu'une impression, il privilégie les récits complets, un numéro, un récit complet, et puis un fil rouge derrière qui se déploie. Alors d'un côté les relations entre les personnages, leurs discussions parfois absurdes du fait que en fait ce ne sont finalement que des produits, hein, ils sont pas considérés comme autre chose par leur chef. Et puis au détour d'une scène, cependant, je pense qu'il y a la construction de quelque chose. C'est ce flashback avec X-Term qui est dirigé par Darkstar. Et je me demande si là il n'est pas en train de construire quelque chose, parce que X-Term on en avait parlé dans le premier ou le deuxième épisode, je sais plus. Et là ça revient. Le premier, c'est là où l'équipe d'Angel se fait fracasser. Ouais, voilà, c'est ça. Et je me dis, tiens, il est en train de construire quelque chose dans le temps, alors il faut espérer qu'il aura le temps d'aller jusqu'au bout, on verra bien. Mais j'ai trouvé ça pas mal. Je l'ai trouvé plus intéressant cet épisode-là que le précédent, parce que aussi un peu moins bouffon, moins dans la satire permanente, c'est-à-dire qu'il y a toujours des éléments acides, mais ça n'occupe pas trop de place dans l'épisode, donc il y a un bon équilibre, comme tu disais, Benwave. Pardon, excusez-moi. L'album se termine avec le Venom Noir Wolverine numéro 2, dont on a déjà parlé, et puis les pitreries de Deadpool et Wolverine, que là pour le coup je vous avoue que je ne les ai même pas lus, je n'ai fait que regarder. C'est fini ça ou pas d'ailleurs? Eh ben attends. Non, même pas. Non, à la suite dans le prochain numéro. Voilà. Mais bon, les dessins sont jolis, hein, cependant. Il y a quand même beaucoup de détails, quoi. Enfin, il y a beaucoup de personnages, beaucoup de détails, quoi. Donc ça se laisse feuilleter agréablement, en tout cas. Mais ça raconte pas grand-chose d'extraordinaire. Bon, on avait déjà parlé le mois dernier. Panini l'aurait pas publié, on leur aurait reproché. Donc voilà. On arrive à la conclusion de ce tome 8. Il est peut-être temps de faire une petite conclusion et de voir alors Ben, est-ce que tu continues à lire? Avec plaisir. Et toi, Doupe, alors levons le suspense. Alors, si ça avait été sur le 7, je pense que je vous aurais laissé.
Ouais. Ouah, il y avait Storm dedans, mec. Sois Ouais. crédible. Oui, mais j'aurais pris le TPB. Ouais, Hein. Storm à 16 balles l'épisode, ça fait un peu cher quand même. Voilà. Sur le 8, ouais, ça m'a replu. Donc, et puis, je pourrais pas me passer de vous, les copains. Hein. Oh, putain. Oh. Oh, on va faire un podcast avec plein d'intervenants, comme ça les ventes de Panini vont exploser. Voilà. Non, mais donc je vais continuer encore un petit peu, voilà, On va voir aller un jusqu'au petit peu où 10. ça va, Voilà. possiblement, et puis voir ensuite. Après, c'est vrai que je trouve que il y a quand même des séries qui sont vraiment faiblardes. Il faudrait. Alors, encore une fois, j'apprécie le fait que Panini on veuille publier toutes les séries. Est-ce qu'il aurait pas mieux valu se consacrer à un mensuel X-Men avec vraiment les grosses séries qui tabassent et peut-être derrière des petites mini-séries, je sais pas, mais comme c'est plus Ouais. vraiment la logique kiosque. C'est plus la logique, c'est plus la demande, c'est plus le Ouais. succès. La période Krakoa a eu beaucoup de conséquences et le fait est que il y avait aussi de l'irrégularité et Panini a proposé ça et ça a fonctionné. Donc d'une Ouais, part, oui. ils vont pas changer un modèle qui me Ah bah fonctionne non, et, non, non. et surtout les lecteurs comprendraient pas. Donc déjà qu'il y a quand même un Panini bashing régulier et automatique, ils peuvent pas faire autrement. Après, oui, il y a des séries faibles. Certaines vont s'améliorer, certaines pas. Certaines, on est en désaccord. Hein. Certaines vont s'arrêter. Je vais être honnête, je ne sais pas comment Panini va publier les séries / mini-séries en devenir sur plusieurs personnages, parce que on a des séries en cours sur Psylocke, mais je suis pas sûr que ça va vraiment durer. Mais il y en a quand même un certain nombre par rapport à ça. T'as une série sur Psylocke, t'as une série sur X-23, t'as une mini-série sur Magic, t'as d'autres trucs qui arrivent encore, t'as Elverine, ça je le lis pas. Hein. Non, mais pourquoi Parce que t'as Weapon X-Men qui s'arrête très vite aussi, t'as une mini-série sur Cable, t'as des one-shots, enfin t'as beaucoup de choses. Hein. Et en plus, il y a aussi des web comics hein, sur Internet qui ont même été... Il y a même plusieurs mini-épisodes de webcomics qui ont été cumulés en un épisode avec un énorme retcon sur un aspect important de Krakoa. Donc il y a beaucoup de production et je sais pas comment Panini va faire pour proposer tout ça. Je leur souhaite bien du courage, mais il y a beaucoup de choses qui arrivent quand même. Quoi. Ouais, sachant qu'ils se feront défoncer au moins de titres qu'ils ne publieront pas. C'est ça, quoi. Alors que franchement, il y a des trucs... moi, je les ai quasi tout arrêtés, hein, les séries ou mini-séries. Psylocke, j'ai arrêté au 2. Ouais. Le truc sur X23, j'ai arrêté au 2 aussi. Alors Psylocke, parce que je trouve ça nul. Le truc sur X23, parce que je trouve ça apporte rien. C'est pas mauvais, mais ça apporte rien. Elverine, je lis pas, parce que je me respecte. Magic, ça commence bien, mais voilà. Weapon X-Men, j'ai pas lancé, j'ai pas continué. Il y a beaucoup de choses qui sont assez moyennes, quoi. Pour un début de réponse dans le numéro 9, nous aurons le premier épisode de Psylocke qui sortira. Yeah. Et dans le numéro 10, nous aurons le premier épisode de Laura Kinney Wolverine qui sortira. Et ce sera le retour en force de la chouchoute de Doop, qui est Dazzler, avec le troisième épisode. Et puis bientôt, on va avoir des one-shots importants sur Miss Marvel chez les X-Men aussi. Voilà, donc de chouettes promesses. En tout cas, moi, de mon côté, parce que tout le monde s'en fout, mais moi je vais continuer. On laisse le meilleur pour le chef. Moi, je vais continuer, je vais pousser jusqu'au numéro 10, et nous verrons bien dans le 10. Je ferai le point à la fin du 10 pour voir si je continue. Et Donc voilà. En fait, à partir du 10, c'est Ben qui va la faire tout seul, l'émission. On lui tendra le micro. Non, mais pour vous connaître un peu, et là, du coup, vous suivre avec ce que vous dites, je pense que vous allez quand même être un peu accroché, parce que NYX, ça continue à être vraiment bon. Vraiment. Uncanny, moi, je trouve que ça s'améliore. Stéphane déteste... apprécie grosso modo. Doop a été déçu, mais il a un attachement à Gail Simonet, donc je pense que ça va tenir. X-Men, ça poursuit sur cette bonne lancée. Exceptionnel, ça reste toujours sur ce côté que vous aimez bien aussi. Donc là, déjà, tout est checké. Mystique, ça va
ça va être sur la même ligne, ça va pas être mieux, mais ça va pas être pire. Donc ça va fonctionner aussi. X Factor, Mark Russell trouve sa formule, donc ça fonctionne bien aussi. X-Force, ça va pas s'améliorer, bon voilà, mais en même temps vous avez commencé à le sentir aussi. Donc au final, le sentiment que vous avez là, et Storm c'est très bon, même si ça devient un moment surprenant. Donc au final, votre avis là, je pense que vous allez le retrouver régulièrement. Eh ben écoute, nous verrons ça au début du mois de mai déjà. Putain, ça passe vite. On a fait le tour. Qu'est-ce qu'il nous reste de plus? On n'a pas fait 3 heures. Hein. On n'a pas fait 3 heures. Combien de temps nous avons fait? On a fait 1h40 quand même. Le petit tour de vos actus, de ce que vous faites de beau en ce moment, etc. C'est le petit moment promo, placement de produits, etc. Qu'est-ce que vous faites de chouette, les copains, sur d'autres médias ou à d'autres endroits du web? Ben? Toujours essentiellement sur Sanctuary.fr avec des critiques régulières sur mes lectures VF que je diffuse sur mes réseaux et chaque semaine mes avis rapides entre guillemets sur mes lectures VO qui sont en général entre 10 et 15 numéros par semaine. Donc ce qu'on se dit là on peut le retrouver et de manière irrégulière parce qu'on a un peu de mal à tenir la distance, ça se retrouve en blog sur Comics Office. Là c'est un peu en pause mais ça va revenir. Ouais, c'est toujours la difficulté de réussir à tenir le rythme. Être sur Internet, ça n'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc, disons que l'avantage du forum Sanctuary, c'est que c'est un forum, donc en fait l'écriture et le post est très rapide sur Comics Office. C'est aussi rapide parce que ça se passe très bien avec l'équipe et Marty, mais ça demande aussi un travail de présentation, de format, de forme, de codage, qui du coup se rajoute et comme tout lecteur de comics, je n'ai plus 15 ans, je n'ai plus 20 ans à rien d'autre à faire. J'ai un job pour pouvoir lire tout ça, j'ai une famille et du coup c'est plus long que ça directement. Doop oui, dans le multivers. Pareil, moi je suis en train de me faire rattraper par la réalité où j'ai beaucoup de boulot en dehors. Ça devrait se calmer un petit peu. J'ai récemment le dernier truc, c'est un article sur l'omnibus Micronautes qui est sorti chez Bruce Lee. Il y a mon 66.6, c'est-à-dire ma sélection des comics du mois qui va débarquer dans pas très longtemps sur Super Pouvoir. Sinon, je continue toujours Radio Super Pouvoir. Il y a une émission qui sort là ou qui est sortie ce matin avec mes compères Alain Roussel et Guillaume Auvray, où là on a parlé de Captain America Truth. Voilà. Et puis j'ai toujours mes émissions de cinéma sur Radio Grand Ciel que vous pouvez écouter sur 97.7 à Dreux uniquement ou dans le département de l'Eure-et-Loire. Donc bon, vous en foutez, mais c'est pas grave. C'est cool. Voilà. On a peut-être des auditeurs dans l'Eure-et-Loire. Et les auditeurs d'Eure-et-Loire, big up à tout le monde. Hein, c'est l'heure de le dire. Ouais. Voilà. Oui, il n'y a pas d'âge à l'heure parce qu'il fait un petit peu froid. Et on va s'arrêter là. Non, mais voilà. Sinon, en projet, j'ai toujours le Captain America de Nick Spencer que Stéphane attend depuis maintenant un moment. Oui, mais bon, je t'en pose bon, tu sais, prends ton temps, vas-y, cool. T'es déjà bien lancé sur un autre défi, mais on en reparlera. On en reparlera, ouais. Voilà. En lien peut-être effectivement avec les mondes mutants. Voilà. Quant à moi, écoutez, j'ai passé ma journée à écrire un article sur les mutants de niveau Oméga que vous pouvez trouver d'ores et déjà sur le site. Je continue à alimenter Top Comics avec des chroniques. Moi dernièrement, j'ai eu l'occasion de parler de Spectrographe que j'ai trouvé très très bien aux éditions Delcourt. C'est vraiment un gros coup de cœur. J'en ai fait un article, j'en ai fait un podcast. Je l'ai sur ma pile, il faut que je le lise. J'évite les articles dessus pour pas. Ouais, te spoil pas parce que ça vaut. C'est vraiment faut y arriver presque vierge de toute impression.
Voilà. Mais j'aime beaucoup, et ça sera le mot de la fin, j'aime beaucoup le style de Christian Ward, qui en plus, que j'ai découvert scénariste sur le machin Batman qu'il a fait là en Black Label, et en fait là il a une série, qui devient mini-série, sur Double Face, où tout n'est pas parfait, mais il s'en sort plutôt bien en tant que scénariste pur. Et ultime réflexion, ultime parenthèse, c'est quand même intéressant qu'il y a un certain nombre de dessinateurs qui font leur trou comme dessinateurs et qui peu à peu se font connaître comme scénaristes. Chip Zdarsky, qui quand même va arriver sur Batman, qui a été sur Daredevil, etc. Il a été dessinateur à la base. Ouais. Il avait fait Sex Criminals avec Matt Fraction. Frank Miller, c'est un dessinateur à la base. Alors ok, lui il a évolué très vite, mais on en a quand même un certain nombre. Georges Pérez, même s'il a été beaucoup connu pour ses dessins, sa dernière série vraiment c'était le Superman New 52 où il était juste dessinateur. Plus récemment on a eu Sean Murphy aussi. Après Sean Murphy il continue vraiment beaucoup le dessin. Là je pensais à des dessinateurs qui peu à peu arrêtent le dessin, tu vois. Chip Zdarsky dessine plus en fait. Ouais. Non, il dessine carrément plus. Et Rick Remender, à la base, était encreur. Nous avons Brian Michael Bendis, c'était dessinateur au début. Oui. Alors, il était les deux. C'est pour ça que je mets un peu. Il dessinait ses propres trucs. Donc, Rick Remender, d'ailleurs, encore, c'était son meilleur taf. Fallait pas qu'il fasse des scénarios. C'est pas vrai. Le seul truc, on va pas finir là-dessus parce qu'on part vraiment sur autre chose. Le seul truc, c'est que ça serait bien. C'est bon, tu l'as vaincu, le spectre de ton père absent. T'as fait 46 séries dessus, quoi. Je termine avec l'instant auto-promo. Je vais pas parler comme si j'étais en tournée, mais dimanche prochain, là on enregistre, on est le 10 au soir, le 10 avril au soir. Le dimanche 13, je serai à Auray. Si vous avez l'occasion, si vous êtes en Bretagne Sud, on sait jamais. C'est pas loin de l'Eure-et-Loire. Il y a quelques heures quand même. Et si vous êtes en Bretagne Sud, entre Lorient et Vannes, dans le département du Morbihan, je serai à Auray pour présenter le film Carrie de Brian De Palma dimanche soir, et il me semble de mémoire que c'est 18h, enfin vérifiez quand même l'horaire. J'aurai le plaisir, si vous venez, j'aurai le plaisir de papoter avec vous. Enfin, on parlera surtout Brian De Palma et Stephen King, mais pourquoi pas après autour d'une bière ou de n'importe quel autre liquide. Et le 26 avril, je serai à l'espace culturel du Leclerc de Vannes, cette fois-ci, pour 2 conférences le même jour, une à 14h, une à 16h, sur la thématique comment commencer à lire des comics quand on n'y connaît rien ou qu'on a envie mais qu'on ne sait pas par quel bout prendre. C'est un truc qui me tenait à cœur parce que je lis pas de ci, de là sur Internet, sur YouTube, des gens qui sont là, il y a de moins en moins de lecteurs, les lecteurs, il y a plus, les gens ils savent pas comment faire, et je me suis dit il y a quelques mois, ils savent pas comment faire, allons leur expliquer. Et j'ai aussi fait le constat que les employés de librairie eux-mêmes doivent être quand même bien désemparés. S'ils lisent pas de comics, je vois pas comment ils peuvent conseiller du comics à l'heure aujourd'hui, vu l'état du marché, avec le nombre de séries, le nombre de titres qui sortent, de collections. Enfin, ça doit quand même être très très difficile de conseiller qui que ce soit quand tu connais pas ce domaine-là. Donc le but, c'est de fournir pendant 1 heure, de fournir aux personnes qui voudront bien assister à ces conférences des conseils sur comment démarrer en fonction de plusieurs paramètres. C'est-à-dire est-ce que votre paramètre principal c'est le budget, est-ce que vous préférez vous axer sur un personnage, un éditeur, et puis pourquoi c'est si compliqué de s'y retrouver, mais en fait en réalité il y a quand même des solutions pour s'en sortir. Donc voilà, donc le but c'est d'essayer de convaincre les gens de lire des comics. Voilà un petit peu pour mon actu du moment. Sur ce, les amis, je vous remercie d'avoir passé ces quasi 2 heures avec moi, et puis on se donne rendez-vous le mois prochain, alors si j'ai bien tout compris. Ouais. Yes. Écoutez, rendez-vous le mois prochain au mois de mai pour les épisodes, pour les tomes 9 et 10. Salut Doupe, bonne soirée à toi. Juste une petite chose. Oui, pardon. Pour les auditeurs, si vous avez bien aimé, la petite cloche, l'abonnement, ça nous fera toujours plaisir. Laissez un petit message, un petit commentaire, si ça vous a plu, parce que nous, ça nous fait plaisir. Ouais, voilà, parlez-en autour de vous si ça vous plaît, partagez-les, envoyez-les par mail, sur les forums, sur téléphone, voilà. Si on a dit des conneries, dites-le aussi, ça ne nous dérange pas. Voilà. Salut Ben, salut Doupe. À bientôt, salut. À très bientôt, salut.